Un homme riche promit à un garçon sans abri 100 millions de dollars s'il parvenait à ouvrir un coffre-fort réputé inviolable. L'offre était si absurde que tout le monde éclata de rire. Mais ce que dit le garçon ensuite fit taire instantanément les rires. Matteo Sandoval frappa dans ses mains avec un geste théâtral, pointant du doigt l'enfant pieds nus qui tremblait devant un coffre-fort en titane. « 100 millions de dollars !» annonça-t-il, son sourire aussi glacé que de la glace. « Ils sont à toi si tu ouvres ce chef-d'œuvre. Qu'en dis-tu, petit rat des rues ?» Les 5 hommes d'affaires rassemblés autour de lui éclatèrent de rire, certains tellement qu'ils en essuyèrent des larmes. C'était l'image parfaite de la cruauté déguisée en amusement. Un petit garçon en haillons, pas plus de 11 ans, habillé de vêtements déchirés laissant apparaître sa peau couverte de crasse, se tenait devant le coffre-fort le plus sécurisé de toute l'Amérique latine, le regardant comme s'il était tombé du ciel. « C'est impayable !» s'exclama Ricardo Ortega, un magnate de l'immobilier proche de la cinquantaine, frappant la table de ses 2 mains. « Matteo, tu es un génie. Est-ce que ce gosse comprend seulement ce que tu lui proposes ?» Lucas Rios, héritier d'un empire pharmaceutique, se pencha en souriant. « Il pense sûrement que 100 millions, c'est pareil que 100 pièces. » Ou peut-être qu'il croit que c'est quelque chose à manger, ajouta Sergio Navarro, puissant magnat du pétrole, déclenchant une nouvelle vague de rire cruel. De l'autre côté de la pièce, Elena Vargas serrait si fort son balai que ses mains tremblaient, faisant cogner le manche en bois contre le sol en marbre. Chaque bruit résonnait comme un rappel cruel de sa honte. Elle était femme de ménage, et aujourd'hui, elle avait commis une grave erreur, amener son fils au travail parce qu'elle ne pouvait payer personne pour le garder. « Monsieur Sandoval », murmura Elena, sa voix à peine audible par-dessus les rires, « s'il vous plaît, on s'en va. Mon fils ne touchera à rien, je vous le promets. » « Silence !» coupa Matteo, sa voix tranchante comme une lame. Elena sursauta, reculant sous la violence verbale. « Est-ce que je vous ai dit que vous pouviez parler? Cela fait 8 ans que vous frottez mes sols et je ne vous ai jamais même regardé. Et maintenant vous pensez pouvoir interrompre ma réunion ?» Le silence qui suivit était lourd, comme si l'air s'était épaissi. Elena baissa les yeux, des larmes emplissant ses paupières, et recula jusqu'à être collée au mur. Son fils la regarda avec un mélange bouleversant de tristesse, d'impuissance et d'une émotion plus profonde qu'aucun enfant ne devrait connaître. Matteo Sandoval, aujourd'hui âgé de 53 ans, avait bâti une fortune proche du milliard en écrasant tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin sans jamais faire preuve de pitié. Son bureau au 42e étage était un temple dédié à son ego. Des murs en verre du sol au plafond dominant la ville, les meubles design valaient plus que des maisons, et le coffre, fabriqué en Suisse, représentait 10 années de salaire pour Elena. Mais plus que sa richesse, ce qui procurait vraiment du plaisir à Matteo, c'était des moments comme celui-ci, utiliser son pouvoir pour remettre les pauvres à leur place. « Approche, garçon », dit-il, faisant un geste comme un roi qui convoque un serviteur. Le garçon regarda sa mère. Elle acquiesça faiblement malgré les larmes sur ses joues. Il s'avança lentement, chaque pas laissant une légère empreinte sale sur le sol en marbre, qui coûtait plus cher au mètre carré que tout ce que sa famille avait jamais possédé. « Tu sais lire ?» demanda Matteo, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Oui, monsieur », répondit doucement mais clairement le garçon. « Tu sais compter jusqu'à 100 ?»« Oui, monsieur. »« Excellent. » dit Matteo en se relevant, affichant un sourire qui fit ricaner de nouveau ses invités. « Alors tu comprends ce que 100 millions de dollars veulent dire, n'est-ce pas ?» Le garçon acquiesça. « Explique-le-moi, » dit Matteo en croisant les bras. « Qu'est-ce que ça représente, une telle somme, pour quelqu'un comme toi ?» Le garçon jeta un regard vers sa mère, puis répondit calmement. « C'est plus d'argent que nous n'en verrons jamais dans notre vie. » « Exactement, » applaudit Matteo, comme si le garçon avait donné la bonne réponse. « C'est plus que ce que toi, ta mère, tes enfants ou tes petits-enfants ne toucheront jamais. Ce genre d'argent sépare les gens comme moi des gens comme vous. Matteo, même pour toi, c'est un peu trop.
lança Massimo Della Cruz, un investisseur fortuné d'une cinquantaine d'années. Même si ses paroles semblaient critiques, le sourire sur son visage disait le contraire. « Ce n'est pas de la cruauté, Massimo », répondit Matteo, le regard toujours fixé sur le garçon. « C'est une leçon de vie. Certains naissent pour obéir, d'autres pour commander. Certains nettoient, d'autres salissent, en sachant que quelqu'un ramassera derrière eux. » Il se tourna vers Elena, qui semblait vouloir disparaître dans le mur. « Ta mère, par exemple, sais-tu combien elle gagne à nettoyer des toilettes ?» Le garçon secoua la tête. « Dis-lui, Elena, » ordonna froidement Matteo. « Dis à ton fils combien vaut ta dignité aux yeux du monde. » Elena ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses larmes coulèrent maintenant en silence, ses épaules secouées par des sanglots étouffés. « Tu ne veux pas lui dire ?» demanda Matteo, savourant clairement la douleur qu'il causait. « Très bien, je vais lui expliquer, » ajouta-t-il avec un sourire suffisant. « Ta mère travaille tout un mois juste pour gagner ce que je dépense en un seul dîner avec mes associés. N'est-ce pas incroyable, la vie? C'est mieux que n'importe quelle émission télé. » Lucas éclata de rire et sortit son téléphone. « On devrait filmer ça !»« C'est déjà fait !» répondit Sergio en souriant méchamment, brandissant son appareil. « Ça ira direct dans notre groupe privé. Les gars du club vont devenir fous en voyant ça. » Le garçon ne bougeait pas, les observant, mais quelque chose en lui avait changé. La gêne sur son visage laissa lentement place à quelque chose de plus tranchant. Une colère calme, intense, qui bouillonnait juste sous la surface. « Bref, revenons à notre petit défi, » dit Matteo en se tournant vers le coffre, le tapotant comme un animal de compagnie. « Cette merveille, c'est un modèle Swiss Tech Titanium, tout droit venu de Genève. Tu sais combien elle coûte ?» Le garçon secoua la tête. « 3 millions de dollars, dit Matteo, laissant le chiffre faire son effet. Rien que ce coffre vaut plus que ce que ta mère gagnera en 100 ans à nettoyer mes toilettes. Il utilise une technologie militaire, avec code changeant et lecteur d'empreintes. Personne ne peut l'ouvrir sans connaître la séquence exacte. » « Alors pourquoi offrir de l'argent pour quelque chose d'impossible ?» demanda doucement le garçon. Matteo cligna des yeux, pris au dépourvu un instant. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Si c'est vraiment impossible à ouvrir, » répéta le garçon, calme mais ferme. « Alors tu ne risques rien. Ce n'est donc pas une vraie récompense. C'est juste un jeu pour se moquer de nous. » La pièce retomba dans le silence, mais ce silence était différent. Mal à l'aise, le garçon venait de révéler une vérité que tous préféraient ignorer. « Eh bien, dit Ricardo avec un rire forcé, on dirait que ce gamin a de la jugeote. L'intelligence ne sert à rien sans école, répondit Matteo, tentant de reprendre le contrôle, bien que sa voix ait perdu de son assurance. Et l'école coûte de l'argent, chose que des gens comme vous n'ont pas. Ce n'est pas ce que disait mon père, répliqua le garçon. Sa voix était douce, mais devenait plus assurée, surprenant tout le monde par son calme. « Ton père, » ricana Luca, « il est où maintenant? Trop occupé pour élever son fils ?»« Il est mort, » dit le garçon, sans aucune émotion dans la voix. Elena poussa un cri étouffé derrière lui, incapable de retenir la douleur. Son sanglot discret résonna sur le sol en marbre, plus fort que n'importe quel cri. Le poids de ce mot, mort, s'abattit dans la pièce comme une pierre lourde. Même les hommes les plus froids ressentirent un nœud au ventre. Ils ne s'attendaient pas à aller aussi loin. « Je suis désolé, » balbutia Matteo, mais il savait lui-même que ses mots sonnaient creux. « Non, vous ne l'êtes pas, » dit le garçon en le fixant droit dans les yeux. Son regard était si intense que Matteo fit un pas en arrière sans s'en rendre compte. « Si vous l'étiez vraiment, vous ne feriez rien de tout ça. »« Surveille ton langage, » avertit Matteo, tentant de paraître autoritaire. Mais cela ne fonctionnait plus. « Sinon quoi ?» demanda le garçon. Sa voix était calme, posée, mais portait une force bien au-delà de son âge. « Vous allez renvoyer ma mère, lui enlever un travail qui nous nourrit à peine, nous rendre encore plus pauvres que nous le sommes déjà ?» Chaque mot frappait comme un coup.
Matteo sentit le sol se dérober sous lui. Il avait commis une erreur. Il avait cru que pauvreté signifiait faiblesse. « Mon père était ingénieur en système de sécurité », dit le garçon, avançant d'un pas vers le coffre. Il concevait des systèmes de protection pour des banques et des entreprises. Quand il travaillait à la maison, il m'apprenait les algorithmes et les codes. Il disait que les coffres ne reposaient pas seulement sur l'acier et l'électronique. C'était aussi une question de comprendre les gens, leur façon de penser. La pièce retomba dans le silence. Cette fois, personne n'osa interrompre. Même les plus arrogants écoutaient. « Et qu'est-ce qu'il t'a appris sur les gens ?» demanda Matteo, bien qu'une partie de lui ne veuille pas entendre la réponse. Le garçon posa sa main sur la surface lisse du coffre. Ses doigts glissèrent sur le clavier numérique avec une aisance étrange, presque familière. Il m'a appris que les riches achètent des coffres hors de prix, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais pour prouver qu'ils le peuvent. Ce n'est pas une question de sécurité, mais d'orgueil. « C'est n'importe quoi », objecta Massimo, mais sa voix tremblait. « Vraiment ?» répondit le garçon en se tournant vers lui. « Alors, dites-moi, monsieur Sandoval, qu'y a-t-il dans ce coffre? Quelque chose de vraiment inestimable? Ou juste des choses que vous avez achetées parce que vous en aviez les moyens ?» Matteo sentit cette question le heurter en plein cœur. Le garçon avait touché un point sensible. À l'intérieur du coffre se trouvaient des bijoux qu'il ne portait jamais, des papiers qu'il pouvait remplacer, et une liasse de billets sans réelle importance face à sa fortune. Rien là-dedans n'était irremplaçable. Mon père disait toujours que les gens confondent souvent le prix avec la vraie valeur, poursuivit le garçon, sa voix portée désormais par une force tranquille qui ne correspondait pas à son âge. Vous dépensez des millions pour des choses sans signification, mais vous méprisez ceux qui n'ont pas d'argent, alors qu'ils portent en eux toute la valeur du monde. Ça suffit, coupa Matteo, mais sa voix n'avait plus son autorité habituelle. Je ne suis pas venu ici pour recevoir une leçon de vie d'un gamin. Non, répondit vivement le garçon, ses mots tranchants et précis. C'est vous qui nous avez amenés ici pour nous humilier, pour nous rappeler que vous êtes riches et que nous ne le sommes pas, pour vous sentir supérieur. Mais ce que vous n'aviez pas prévu, c'est que je puisse savoir quelque chose que vous ignorez. Matteo ricana, mais sans la même assurance. Et qu'est-ce que tu pourrais bien savoir que j'ignore? Pour la première fois, le garçon sourit, pas avec joie, mais avec quelque chose de plus profond. Une sagesse douloureuse, silencieuse, qu'on ne peut acquérir que dans la souffrance. Je sais comment ouvrir votre coffre. Ces mots tombèrent dans la pièce comme une pierre. Tous les hommes se figèrent, l'air devenu soudain lourd d'incrédulité. « Tu inventes ça !» dit Matteo, bien que le léger tremblement dans sa voix le trahissait. « Vous voulez que je vous le montre ?» demanda le garçon toujours aussi calme. « C'est impossible !» s'écria Lucas. Ce coffre vaut 3 millions de dollars. Il est conçu avec une technologie militaire. Aucun gamin des rues ne sait comment forcer ça. Le garçon s'arrêta et le regarda. Pour la première fois, sa voix laissa paraître une véritable émotion. « Un gamin des rues, c'est tout ce que vous voyez ?» Il se tourna vers sa mère qui le fixait avec un mélange de peur et de quelque chose de plus fort, de la fierté. Ses larmes coulaient toujours, mais ses yeux brillaient. « Maman !» demanda doucement le garçon. « Je peux leur dire ?» Elena hocha la tête, incapable de parler, mais tout son visage criait « oui ». Le garçon inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à porter une lourde vérité. « Je m'appelle Santiago Vargas Mendoza. Mon père était Diego Mendoza, ingénieur en chef de la sécurité pour la Banque Continentale pendant 15 ans. » Il fit une pause, et sa voix gagna en intensité. Il a conçu des systèmes de sécurité dans 12 pays, formé plus de 100 professionnels et écrit 3 manuels encore enseignés à l'université. L'effet fut immédiat. Ricardo saisit son téléphone, tapant rapidement. Quand le résultat apparut, ses yeux s'écarquillèrent. « Oh non !» murmura-t-il. « Diego Mendoza, il y a un article d'il y a 2 ans. Il est mort pendant une installation au siège de la Banque nationale. » « Ce n'était pas juste un accident, »
dit Santiago, et pour la première fois, sa voix se brisa. L'entreprise avait engagé des sous-traitants bon marché pour l'électricité. Il y a eu un court-circuit pendant que mon père testait le système. Il est mort sur le coup. Elena ne peut plus tenir debout. Elle glissa lentement le long du mur et s'assit au sol, pleurant à présent sans retenue, toute la force qu'elle avait tenté de garder s'effondrant. Santiago continua, même si des larmes roulèrent sur ses joues, mais sa voix, elle, restait ferme. Après ça, l'entreprise l'a tenu pour responsable. Ils ont dit qu'il avait enfreint les règles de sécurité. Ils ont supprimé sa pension. Nous avons perdu notre appartement. Ma mère, qui était enseignante, a dû quitter son poste pour s'occuper de moi parce que je faisais des cauchemars toutes les nuits. Et maintenant, elle nettoie des toilettes, dit doucement Sergio. Sa suffisance d'autrefois avait totalement disparu. Santiago acquiesça. Oui, elle frotte des sols pour des hommes qui ne l'ont jamais regardé dans les yeux. Des hommes qui n'ont jamais demandé son nom. Des hommes qui ignoraient qu'elle m'a élevé seule pendant 2 ans, travaillant 3 emplois, après avoir enseigné la littérature à des élèves qui l'aimaient. À chaque mot, l'image d'Elena changeait. Les hommes ne voyaient plus seulement une femme en uniforme avec une serpillière, mais un être humain, une femme avec une vie, un passé et une douleur qu'ils n'avaient jamais pris la peine de voir. Mon père m'a tout appris sur les coffres parce qu'il voulait que je comprenne sa passion, dit Santiago en se tournant vers le grand coffre en titane. On passait des heures à démonter des serrures, à étudier leur fonctionnement, à discuter de ce qui faisait échouer un système. C'était notre moment à nous, notre lien. Il posa doucement ses 2 mains sur le panneau de contrôle. Ses doigts bougèrent avec aisance, comme s'il touchait quelque chose de profondément familier. Je connais exactement ce modèle. Mon père en a installé 3 avant de mourir. Il m'a tout montré sur leur fonctionnement. « Alors vas-y », dit Matteo, essayant de paraître confiant, mais l'arrogance avait disparu de sa voix. « Si tu sais vraiment comment il marche, ouvre-le. » Santiago le regarda calmement et secoua lentement la tête. « Non, monsieur Sandoval, je n'ouvrirai pas votre coffre. »« Pourquoi pas ?» demanda Lucas, sincèrement intrigué. « Parce que même si je le fais, vous direz que j'ai eu de la chance, » répondit Santiago avec une tristesse discrète. « Ou que j'ai triché, ou bien vous changerez les règles, comme les riches le font toujours. » Il marqua une pause, puis ajouta « Mais je peux faire quelque chose d'encore mieux. » Matteo se pencha, totalement captivé. « Quoi donc ?» Santiago sourit de nouveau. Mais cette fois, c'était un autre sourire. Un sourire de clarté, de victoire, de force. « Je peux vous dire le code de votre coffre. » Un silence tomba sur la pièce. Matteo sentit soudain le sol se dérober sous lui. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Personne ne connaît ce code à part moi. Je ne l'ai jamais noté nulle part. »« Votre code, c'est 1787, non ?» dit Santiago d'un ton détaché, comme s'il donnait l'heure. Matteo recula, le visage blême. Les chiffres étaient exacts. Il peinait à respirer. « Comment ?» Santiago expliqua, sa voix calme et assurée. Tous les coffres SwissTech ont un code d'usine par défaut. Il est censé être changé à l'installation. Mais mon père avait découvert que la majorité des gens, presque 3 sur 4, ne le changent jamais. Ils ajoutent des couches de sécurité, mais laissent intacte la faille d'origine. Il pointa une petite plaque métallique sur le coffre. Cette plaque montre le numéro de série, ST4717880. Inversez-le et ça donne 087174TS. Prenez le dernier chiffre, 0, multipliez-le par 3, ça reste 0. Mais SwissTech utilise les 2 derniers chiffres numériques avant les lettres, 7 et 4. Ajoutez-les à la base, 178 847. Son ton était précis, celui d'un expert formé. Tous les hommes dans la pièce ressentirent immédiatement la véracité de ses paroles. Ce n'était pas quelque chose qu'un enfant pouvait inventer, c'était réel. Matteo s'effondra dans son fauteuil, vidé de toute énergie.
Pendant des années, il s'était vanté de son coffre, de sa sécurité infaillible. Et voilà qu'un garçon, âgé de seulement 11 ans, venait de briser cette illusion en quelques minutes. Mais Santiago n'avait pas terminé. « Il y a autre chose, dit-il, s'approchant encore de Matteo. Matteo leva les yeux, vidés. « Quoi de plus ?»« Votre question de sécurité, dit Santiago. C'est « Quelle était votre première voiture ?» Et votre réponse, c'est « Corvette 987, n'est-ce pas ?» Matteo acquiesça, incapable de dire un mot. « Mon père m'a dit quelque chose sur les gens riches, » poursuivit Santiago. « Ils choisissent toujours des questions de sécurité basées sur ce qu'ils possèdent, leur voiture, leur montre, leur maison. Jamais sur leur mère, leur maison d'enfance, ou quelqu'un qu'ils ont aimé. Parce qu'au fond, ils tiennent plus aux choses qu'aux gens. » Un nouveau silence pesant s'abattit sur la pièce. Le poids des mots de Santiago s'imposa à tous. Aucun des 5 hommes n'osa croiser son regard. Santiago se tourna de nouveau vers Matteo, sa voix claire et définitive. « Voilà ce que je veux vraiment. Je ne vous demande pas votre argent. Je n'ai pas besoin de vos 100 millions de dollars, mais je veux 3 choses de vous. » Matteo hocha lentement la tête, sachant déjà qu'il avait perdu. « Quels sont-ils » ? « D'abord, je veux que ma mère ait un vrai poste dans cette entreprise, » dit Santiago. « Pas à nettoyer les sols, un poste à la hauteur de ses compétences. Elle peut enseigner, diriger, aider les autres. Elle a bien plus à offrir que ce que vous avez jamais remarqué. » Elena regarda son fils, les yeux remplis d'émotion, d'amour, de fierté et d'incrédulité. « Ensuite, » continua Santiago, « je veux que vous 5 mettiez en place un programme de bourse, quelque chose de permanent, pas de la charité, de la reconnaissance, parce que le talent existe partout, pas seulement chez les enfants de riches. Donnez une chance aux enfants des ouvriers. » Les hommes échangèrent des regards. Ils ne pouvaient pas dire non sans révéler à quel point ils étaient sans cœur. Et troisièmement, Santiago fit une pause, laissant le silence souligner l'importance du moment. « Je veux que vous changiez le code de votre coffre, parce que maintenant, je le connais. Et si quelqu'un comme moi, un garçon de 11 ans, peut le deviner, à quel point votre argent est-il vraiment en sécurité ?» Le coup final tomba avec force. Matteo regarda le coffre, autrefois symbole de son pouvoir, et comprit qu'il avait été totalement mis à nu. Pas par un génie criminel, mais par un enfant porteur de l'héritage d'un père qui lui avait transmis bien plus que ce qu'eux n'avaient jamais su. « Est-ce qu'on a un accord ?» demanda Santiago, tendant sa petite main ferme et assurée. Matteo la fixa longuement. Il savait que serrer cette main, c'était admettre qu'il avait perdu, que ce garçon qu'il avait méprisé venait de bouleverser toute sa vision du monde. Mais il savait aussi qu'il n'y avait plus d'issue. Il tendit la main et la serra. « On a un accord, » dit-il doucement. Santiago hocha légèrement la tête, puis rejoignit sa mère pour l'aider à se relever avec tendresse. Elena l'enlaça fermement, une étreinte remplie d'années de douleurs silencieuses, de force et d'un amour jamais démenti. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Santiago s'arrêta sur le pas de la porte et se retourna vers Matteo. « Mon père disait que les meilleurs coffres ne gardent pas l'argent. Ils protègent les leçons que nous tirons de nos erreurs, dit-il. J'espère que celle-ci vous restera. » Et sur ces mots, Santiago et Elena s'en allèrent, laissant derrière eux 5 hommes puissants qui, pour la première fois de leur vie, se rendirent compte qu'ils ne possédaient rien de vraiment précieux. Matteo regarda son coffre de 3 millions de dollars, autrefois sa fierté, et sentit une vérité dévastatrice l'envahir. Il avait dépensé une fortune pour protéger des choses sans importance, et avait échoué à préserver la seule qui comptait, son humanité. Ce garçon venait de lui enseigner la leçon la plus précieuse de sa vie, et cela ne lui avait pas coûté un seul dollar. 3 jours après cet instant qui brisa son ego, Matteo fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il se tenait nerveusement à l'entrée de l'entreprise à 6 heures du matin, attendant. Elena Vargas arriva, cette fois non pas comme femme de ménage, mais comme nouvelle responsable du développement humain.
Elle n'était pas seule. Santiago marchait à ses côtés, un sac à dos rapiécé sur l'épaule, et derrière eux venait quelque chose qui serra la gorge de Matteo. Un groupe d'au moins 20 employés les suivait, du personnel d'entretien, de sécurité, de la cantine, tous au courant de ce qui s'était passé. « Bonjour, monsieur Sandoval », dit Elena d'une voix calme et assurée. La peur avait disparu de sa posture. Elle n'était plus la femme qui autrefois se recroquevillait contre un mur. « Elena », répondit Matteo en lui tendant la main, « bienvenue à ton nouveau poste. » Ils se serrèrent la main. À ce moment-là, Ricardo Ortega sortit de l'ascenseur. Son visage montrait un mélange de malaise et d'autre chose, du remords. « Matteo, je peux te parler une seconde ?» Ils s'éloignèrent pendant qu'Elena et Santiago entrèrent dans le bâtiment, suivis par la procession silencieuse des employés, témoins de ce qui ressemblait au début d'un véritable changement. « Les autres sont furieux », chuchota Ricardo. « Lucas m'a appelé hier soir. Il pense que tu as perdu la tête, que nommer la femme de ménage comme cadre va ruiner ta réputation. Il a dit que ça allait tous nous faire passer pour des imbéciles. » Matteo le regarda, calme. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Ricardo jeta un coup d'œil vers la porte où Santiago avait disparu. « Je pense que ce garçon nous a donné le réveil qu'on attendait depuis longtemps. Et si on l'ignore, on finira riche, mais vide. » La vérité de ces mots frappa Matteo en plein cœur. « Tu viendras à la première réunion ?» demanda-t-il. « Je ne raterai ça pour rien au monde, » répondit Ricardo. « Il faut que je découvre ce que je n'ai pas su voir. » 2 heures plus tard, la salle de réunion du 42e étage avait complètement changé d'allure. Elle n'était plus remplie uniquement de costumes et de hauts responsables. Elle accueillait des personnes longtemps restées dans l'ombre. Rosa, l'employée de la cafétéria qui faisait le café depuis 15 ans sans que personne ne connaisse son prénom. David, le gardien de nuit qui avait 3 diplômes universitaires mais à qui on n'avait jamais donné sa chance. Carmen, la réceptionniste qui parlait 4 langues mais était toujours payée au salaire minimum. Devant eux se tenait Elena, avec Santiago assis au premier rang, le regard vif et attentif. « Merci d'être là », commença Elena. Sa voix tremblait légèrement, mais à chaque mot, elle gagnait en force. « Pendant 8 ans, j'ai frotté ces sols. La plupart d'entre vous ne connaissaient même pas mon nom. Mais aujourd'hui, je me tiens ici parce que mon fils nous a rappelé, pas seulement à vous, mais à moi aussi, que le savoir vaut plus que l'argent et que la dignité ne s'achète pas. » Elle fit une pause, son regard se posant sur Matteo. « Elena, dit-il, Monsieur Sandoval m'a confié une nouvelle mission, détecter les talents cachés dans toute notre entreprise, pas seulement chez les cadres, mais à tous les niveaux. » Une voix moqueuse s'éleva du fond de la salle. « C'est n'importe quoi. » Tout le monde se retourna. C'était Massimo Dela Cruz, l'investisseur qui avait le plus ri lors de l'incident précédent. Il se leva, visiblement agacé. « Du talent ? Chez les agents d'entretien et les vigiles ? Elena, sans vouloir t'offenser, c'est absurde. Ce n'est pas du business, c'est une farce. » Santiago se leva soudain, la voix ferme et assurée. « Sans vouloir offenser, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. » Massimo resta bouche bée, clairement choqué que le garçon ose le défier encore une fois. « Pardon ? Le respect, c'est voir la valeur d'une personne, quel que soit son poste ou son statut, » dit Santiago, avançant avec assurance vers le centre de la pièce. Un silence pesant s'installa autour de lui. « Tu as ri pendant que ma mère se faisait humilier et tu as aidé à diffuser cette vidéo. Dis-moi, c'est ça ta définition du respect ?» Le silence était lourd. Tous les regards se tournèrent vers Massimo, remplis d'un jugement silencieux. Santiago se tourna vers l'un des agents de sécurité. « David », dit-il clairement, et l'homme sursauta en entendant son nom. « Pourrais-tu dire à Monsieur Dela Cruz combien de langues tu parles ?» David déglutit, puis répondit prudemment. « Je parle espagnol, anglais, français et mandarin. »« Et ton parcours académique ?» poursuivit Santiago. « J'ai 3 diplômes, » répondit David. « Une licence en administration des affaires, un master en sécurité internationale et un diplôme en gestion de crise. » La salle se figea. Pendant des années,
David n'avait été vu que comme un uniforme. Maintenant, il apparaissait sous un tout autre jour. Santiago demanda doucement « Pourquoi travailles-tu comme gardien ?» La voix de David se brisa. « Quand je suis arrivé ici comme réfugié, personne ne voulait me proposer un poste à responsabilité. Ils entendaient mon accent, voyaient un étranger, pas mes qualifications. Mais j'avais une famille à nourrir, alors j'ai pris ce que je pouvais. » Elena s'approcha de David, les yeux brillants de larmes. « À partir d'aujourd'hui, tu dirigeras notre nouvelle division de sécurité internationale, avec le salaire que tu aurais dû avoir depuis longtemps. » David porta ses mains à son visage et pleura. 15 années à être ignoré, à porter un CV que personne ne prenait la peine de lire, venaient de s'effacer en un seul moment bouleversant. Santiago se tourna à nouveau. « Rosa ?» dit-il. « Peux-tu nous dire ce que tu faisais avant de travailler à la cafétéria ?» La femme plus âgée se leva lentement, la voix tremblante. « Pendant 20 ans, j'ai été chef cuisinière à l'hôtel Continental. Quand il a fermé, j'ai tout perdu. J'ai postulé à des emplois, mais on me disait toujours la même chose, j'étais trop vieille. »« Et toi, Carmen ?» demanda Santiago en désignant l'accueil. « Quel est ton vrai parcours ?» Carmen inspira profondément avant de répondre. « J'ai un master en relations internationales. J'ai travaillé pendant 10 ans comme traductrice pour plusieurs ambassades. Mais quand j'ai eu ma fille et que j'ai demandé des horaires flexibles, on m'a remercié. » Aucune entreprise ne voulait embaucher une mère célibataire qui devait récupérer son enfant chaque après-midi. À chaque vérité révélée, l'atmosphère de la salle changeait. Les cadres s'enfonçaient dans leurs sièges, le visage blême. Matteo restait figé, comme s'il voyait son équipe pour la première fois, des personnes qu'il avait croisées pendant des années sans jamais vraiment les voir. « Voici ce que mon père m'a appris avant de mourir », dit Santiago, sa voix résonnant dans le silence. « Les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent de talent. Ils le restent parce que les systèmes sont conçus pour les effacer. Parce que certaines personnes, comme vous, décident de la valeur d'un être humain en quelques secondes, selon son accent, son âge, ses vêtements ou son genre. » Massimo repoussa brusquement sa chaise et se leva. « Je ne vais pas rester ici à me faire sermonner par un gamin. »« Alors pars, » dit Matteo sans hésitation. La salle se figea. « Mais si tu pars maintenant, ne reviens pas. Les choses changent ici. Et il n'y aura plus de place pour ceux qui placent leur fierté au-dessus de la dignité humaine. » Massimo le regarda déconcerté. « Tu es en train de me virer ?»« Je te donne un choix, » répondit Matteo calmement. « Soit tu entends le message que ce jeune homme nous transmet, dit-il d'un ton ferme, soit tu trouves un autre endroit où l'arrogance est la bienvenue. » Massimo balaya la salle du regard, espérant trouver au moins un soutien. Mais chaque visage le fixait en silence, attendant. Réalisant qu'il était seul, il poussa un soupir frustré, se retourna brusquement et sortit en claquant la porte. Ricardo murmura dans le silence. « Il fallait que quelqu'un soit le premier. Je suis content que ce soit lui. » Elena reprit la parole, calme et posée. « Nous allons lancer quelque chose de nouveau. Un programme qui donne à chaque employé la chance de montrer ce dont il est vraiment capable. Peu importe si vous lavez les sols ou servez du café, si vous avez des compétences, nous les découvrirons et nous les utiliserons. » Ce qui suivit fut 2 heures de révélation, les unes après les autres. Ils apprirent que l'agent d'entretien était ancien comptable certifié. La femme de ménage du 3e étage avait un diplôme en psychologie. Et le chauffeur de l'entreprise? Il avait été ingénieur civil avant d'émigrer dans ce pays. Quand la réunion prit fin, Matteo se dirigea vers Santiago qui avait observé toute la scène avec une fierté discrète. « Ton père aurait été fier de toi, » dit Matteo doucement. Santiago leva les yeux, les larmes aux yeux. Il disait toujours que le vrai héritage ne se mesure pas à l'argent. Il se mesure aux vies que l'on touche. Je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Matteo acquiesça lentement. « Je crois que je commence à le comprendre moi aussi, » répondit-il.
même si j'ai plus de 10 ans de retard. » Alors que les autres quittaient la salle, Elena s'approcha de son fils et le serra dans ses bras. « Comment tu sais tout ça ?» demanda-t-elle à voix basse. Santiago sourit. « Grâce à toi, maman. Tu ne les as jamais laissés te voler ta dignité, même quand ils faisaient comme si tu n'existais pas. Tu m'as appris que les gens ne perdent pas leur valeur simplement parce que les autres refusent de la voir. Et à cet instant, dans une salle autrefois remplie d'orgueil et de jugement froid, quelque chose de différent prit racine. Une impression que le vrai changement était possible. Que la transformation commence quand l'humilité remplace l'ego. Mais ce n'était que le début. Une semaine après cette réunion inoubliable, Matteo Sandoval reçut un appel téléphonique qui le bouleversa profondément. C'était son assistante juridique et sa voix était teintée de panique. « Monsieur Sandoval, il y a un problème, un gros problème. » La poitrine de Matteo se serra. « La vidéo !» dit-il à voix haute, sentant une vague d'angoisse l'envahir. Il avait complètement oublié les images filmées par Sergio Navarro, celles qui montraient l'humiliation d'Elena et Santiago. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?»« Elle est devenue virale, » répondit-elle. « Quelqu'un l'a fait fuiter depuis le groupe privé du club d'affaires. Elle a déjà dépassé les 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. » Matteo sentit le monde s'arrêter. Pendant des années, il avait patiemment bâti sa réputation d'entrepreneur à succès et de philanthrope généreux. Maintenant, une seule vidéo, un seul moment, menaçait de tout détruire. « Je dois la voir, tout de suite. » 20 minutes plus tard, Matteo était assis dans son bureau, Ricardo à ses côtés. L'écran montrait l'enregistrement du début à la fin, et ce qu'il vit le laissa figé. La vidéo ne montrait pas seulement sa cruauté, elle révélait tout, son arrogance, sa façon de se moquer d'Elena. Les larmes silencieuses de celle-ci, la force calme de Santiago, et ce moment déchirant où le garçon révéla que son père était mort. Le pire arriva à la fin. Quelqu'un avait ajouté des sous-titres, soulignant les passages les plus douloureux. Sous un gros plan de la montre luxueuse de Matteo, on pouvait lire « Cet homme vaut 900 millions ». Sous l'image d'Elena en train de pleurer, elle nettoie des toilettes pour nourrir sa famille. Et sous la révélation de Santiago, ce garçon vient de perdre son père. La section des commentaires était impitoyable. Cet homme riche n'a pas de cœur. Il s'est moqué d'une mère qui lutte pour survivre. Ce gamin a plus de dignité que tous ces hommes en costume. Je veux savoir comment cette histoire se termine. Qui sont-ils? Donnez-nous leur nom. Ricardo éteignit la vidéo. Il ne supportait pas d'en voir plus. Matteo, c'est grave, dit-il d'un ton sérieux. L'action de ta société a chuté de 12% ce matin. Il y a des hashtags partout sur les réseaux sociaux, ajouta-t-il. Ils appellent au boycott. Le conseil d'administration veut que tu démissionnes, dit Ricardo d'une voix plus basse. Matteo s'effondra dans son fauteuil, comme si le poids de toutes ses décisions passées lui tombait d'un coup sur les épaules. Il avait ignoré le prix à payer trop longtemps, et maintenant il le rattrapait. « Est-ce qu'on sait qui a fait la fuite ?» demanda-t-il, bien qu'il redoute déjà la réponse. « J'ai mes soupçons, » répondit Ricardo à voix basse. « Sergio et Luca sont furieux de tes récentes décisions. » Il fit une pause. « Et Massimo, après ce qui s'est passé, il ne va sûrement pas rester silencieux. » À ce moment précis, comme si le destin s'en mêlait, le téléphone de Matteo vibra. C'était Luca Rios. Sa voix, quand il parla, était douce et amère. « Tu profites bien de ton petit projet de justice sociale, Matteo. On dirait que ça détruit ton monde. C'est toi qui as publié la vidéo ?» demanda Matteo, même si le ton satisfait de Luca le trahissait. « Je n'ai pas appuyé sur envoyer, mais quand Massimo m'a montré la séquence et m'a demandé si elle devait être rendue publique, je lui ai dit que la vérité ne devrait jamais être cachée. Ce qui se passe après, pas mon problème. Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» La colère de Matteo montait à chaque mot. « Ce n'est pas seulement à moi que tu t'en es pris. Tu as exposé Elena et son fils au monde entier. Ils vont être traqués par les caméras, épiés.
transformés en spectacle sur Internet. Tu aurais dû y penser, répliqua Lucas sèchement, avant de les exhiber comme s'ils étaient ton histoire de rédemption. Tu nous as fait passer pour des monstres, Matteo. Alors, on a simplement permis aux gens de voir qui tu étais vraiment. Il raccrocha, laissant le silence derrière lui. Les mains de Matteo tremblaient. Pendant plus de 50 ans, il avait méticuleusement construit sa réputation, maîtrisant l'image publique comme un artisan d'exception. Et maintenant, une courte vidéo, 5 minutes cruelles, faisait tout s'écrouler. Ricardo, toujours assis à côté de lui, demanda « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Avant que Matteo ne réponde, son assistante fit irruption dans le bureau. « Monsieur, il y a des journalistes partout autour du bâtiment, et Elena Vargas vient d'arriver avec son fils. Ils se font encercler à l'entrée. » Matteo se leva immédiatement. « Faites-les sortir de là, utilisez l'entrée privée, amenez-les ici, tout de suite. » 10 minutes plus tard, Elena et Santiago entraient dans le bureau. Ils avaient l'air épuisés, secoués par le chaos dehors. Les yeux d'Elena étaient gonflés par les larmes. Santiago lui tenait la main fermement, debout comme un petit bouclier, fort et protecteur. « Je suis tellement désolé, » dit Matteo, dès qu'ils franchirent la porte. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, tout est de ma faute, c'est moi qui vous ai mis dans cette situation. » « Ce n'est pas ta faute, » répondit Elena, la voix à peine stable. « Tu n'as rien divulgué. »« Mais c'est à cause de moi que cette vidéo existe, » insista Matteo. « C'est moi qui ai causé la douleur qu'elle montre. » Santiago fit un pas en avant, son ton calme mais percutant. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr, » répondit Matteo. « Tu es désolé que la vidéo soit sortie ou tu es vraiment désolé pour ce que tu as fait ?» La question frappa Matteo de plein fouet. Il resta figé, comprenant au fond de lui le véritable sens. Regrettait-il l'exposition publique ou son comportement lui-même? « Je suis désolé pour les deux, » dit Matteo finalement, avec une honnêteté tranquille. « Mais tu as raison, si cette vidéo n'était pas devenue virale, je serais peut-être encore aveugle face à ce que j'ai fait. » Santiago le fixa un instant, pensif. « Mon père disait souvent, commença-t-il, que lorsqu'on fait une erreur en public, l'excuse doit être tout aussi publique. Si on humilie quelqu'un devant tout le monde, on ne peut pas s'excuser en privé. » Matteo acquiesça. « Que penses-tu que je devrais faire ?» Santiago n'hésita pas. « Organise une conférence de presse. » Ricardo intervint aussitôt. « Raconte toute l'histoire, pas seulement ce qu'on voit dans la vidéo, parle de ce qui s'est passé ensuite. Montre aux gens comment les choses ont vraiment changé. » Matteo se frotta le visage, épuisé. « Ça détruirait ma carrière, » murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que Ricardo avait raison. Soudain, Elena parle, sa voix ferme, plus forte que quiconque ne l'aurait attendu. J'ai passé ma vie à être ignoré. Les gens me regardaient, mais ils ne me voyaient jamais vraiment. Je nettoyais leurs toilettes, dit-elle doucement. Je rangeais leurs bureaux, et pourtant j'étais invisible. Je venais et repartais comme une ombre, comme si je n'avais jamais été là. Elle fit une pause, les larmes aux yeux, mais la voix stable. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, les gens me voient vraiment. C'est inconfortable, oui. C'est effrayant de savoir que des millions de personnes m'ont vu être traité comme si je ne comptais pas. Mais ils ont vu autre chose aussi, ma dignité. Ils ont vu mon fils se lever pour moi. Ils ont vu que nous sommes des êtres humains, pas seulement du décor dans l'histoire de quelqu'un d'autre. La voix de Matteo fut douce lorsqu'il demanda « Qu'essaies-tu de me dire ?» « Je dis qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, » répondit Elena. « On doit affronter ça, mais pas chacun de notre côté, ensemble. » Ce mot emplit la pièce, discret mais chargé de sens. Matteo réalisa quelque chose qui le prit au dépourvu. Elena ne l'accusait pas, elle ne tournait pas le dos, elle ne réclamait pas vengeance. Elle lui tendait la main pour faire front à ses côtés, un geste d'unité qu'il ne pensait pas mériter. « Il y a autre chose, »
dit Santiago. Il enleva son sac à dos et l'ouvrit avec précaution en sortant une pochette bien usée. J'ai travaillé sur quelque chose avec David et d'autres employés. Il posa la pochette sur le bureau et l'ouvrit, révélant une série de documents parfaitement organisés. C'est la proposition complète pour le Fonds éducatif Mendoza. L'émotion serra la gorge de Matteo. « Tu l'as nommé d'après ton père ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Santiago acquiesça. Il a toujours cru que l'éducation était la clé pour sortir de la pauvreté. Alors, on a créé un plan qui ne propose pas seulement des bourses, mais aussi du mentorat, des stages pratiques et un accompagnement pour les parents tout au long du parcours universitaire. Il tourna les pages, dévoilant des graphiques, des plannings et des témoignages d'employés prêts à devenir mentors. Cela ressemblait à un dossier réalisé par un cabinet de conseil professionnel. « Tu as fait tout ça ?» demanda Ricardo stupéfait. « Pas tout seul », répondit Santiago. « David s'est occupé de la structure et de la logistique. Rosa a fait le budget. Elle est en fait comptable de formation, pas seulement chef. Et Daniela a tout traduit en 4 langues, pour que les familles issues de l'immigration puissent aussi en bénéficier. » Matteo tournait les pages lentement, les yeux embués. En quelques jours à peine, ce garçon, cet enfant de 11 ans, avait fait plus pour les valeurs de l'entreprise que toute son équipe de responsabilité sociétale réunie depuis des années. « Santiago », dit Matteo, la voix chargée d'émotion, « c'est remarquable. Mais ça ne peut pas rester entre ces murs, » répondit calmement Santiago. « Il faut que ce soit partagé, c'est pour ça que la conférence de presse est importante. Pas juste pour s'excuser, mais pour lancer cette initiative, pour prouver que le changement est réel. » Le visage de Matteo s'assombrit. « Ils vont me détruire, murmura-t-il. Les médias, les réseaux sociaux, mes concurrents. Ils vont profiter de ce moment pour m'abattre. » « Peut-être, » admit Santiago avec une sincérité désarmante. « Mais mon père disait toujours que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever, plus sage, plus fort, avec un but. » Soudain, la porte du bureau s'ouvrit à la volée. Sergio Navarro fit irruption, la rage sur le visage. « Alors c'est vrai !» cria-t-il. « Tu vas vraiment faire ça? Te montrer à leur côté devant les caméras? Te ridiculiser ?»« Sergio, sors !» dit Matteo d'un ton ferme. « Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas retrouvé la raison !» répliqua Sergio en s'avançant avec colère. « On est amis depuis 20 ans, j'essaie de te protéger. Cette femme et son gamin, ils t'utilisent, tu te fais manipuler. »« Ça suffit !» La voix de Santiago trancha dans la tension comme un éclair. Tout le monde se retourna, surpris par la puissance de ses mots. « Tu as filmé notre douleur comme si c'était un divertissement, » dit Santiago, en s'approchant de Sergio sans reculer. « Et quand Matteo a traité ma mère comme un être humain, tu as aidé à diffuser cette vidéo pour le détruire, parce que tu ne voulais pas qu'il change. »« Je n'ai rien divulgué, » protesta faiblement Sergio. Mais même lui ne semblait pas croire à son propre mensonge. « Peut-être que tu ne l'as pas publié toi-même, » répondit Santiago, la voix calme mais tranchante. « Mais tu l'as donné à Massimo en sachant très bien ce qu'il en ferait. » Il fixe Sergio, son regard perçant comme un projecteur. « Tu sais quelle est la différence entre toi et Monsieur Sandoval ?» Sergio ricana. « Quoi ?» Monsieur Sandoval était cruel, parce que son orgueil l'aveuglait, mais il a eu la force d'admettre qu'il avait tort et d'essayer de changer. Toi, en revanche, tu caches ta cruauté derrière des excuses. Tu fais semblant d'aider un ami, mais en réalité, tu protèges juste ton propre orgueil. » La pièce devint silencieuse. Un silence lourd, oppressant comme un brouillard dense. Sergio regarda Santiago avec un mélange de colère et autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Et tu veux savoir ce qu'on a découvert cette semaine ?» dit Santiago, sans fléchir. « David a creusé un peu. Il s'avère que ta compagnie pétrolière a l'un des pires bilans de sécurité du pays. 14 ouvriers sont morts sur tes chantiers en seulement 5 ans. »
Le visage de Sergio devint livide. Ce n'est pas une information publique. 14 familles brisées, continua Santiago, les larmes coulant maintenant sur ses joues. 14 enfants qui ont perdu leur père, comme moi j'ai perdu le mien. 14 femmes obligées de nettoyer des bureaux et de récurer des toilettes, comme ma mère l'a fait, juste pour survivre. Il prit une inspiration puis asséna le coup final. Et tu penses être en position de critiquer Monsieur Sandoval qui essaie de changer ? Elena s'approcha de son fils, posant doucement sa main sur son épaule. Mais Santiago n'avait pas fini. Mon père est mort parce qu'une entreprise a choisi les profits au lieu de la sécurité. Tu as fait le même choix, encore et encore. Alors avant de nous accuser d'utiliser les gens ou de manipuler, regarde-toi bien dans un miroir. Sergio ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Encore. Et encore. Aucun mot ne sortit. La vérité avait frappé trop fort. Il n'y avait plus rien à dire. « Sors de mon bureau », ordonna Matteo d'un ton ferme et autoritaire. « Et en franchissant cette porte, Sergio, je veux que tu penses à ces ouvriers. Pense à leur famille et demande-toi si l'argent que tu as économisé valait leur vie. » Sergio ne protesta pas. Il ne dit rien. Il se contenta de partir, le visage vide, comme quelqu'un forcé d'affronter une version de lui-même qu'il ne pouvait plus ignorer. Une fois la porte refermée derrière lui, Matteo se tourna vers Santiago. « Comment tu savais pour ces ouvriers ?» Santiago essuya ses larmes et expliqua « David a des contacts partout dans le secteur. Une fois qu'on a commencé à enquêter sur certaines des entreprises détenues par les membres du conseil, on a découvert plein de choses. Des choses que certains espéraient sûrement garder enterrées. » Les sourcils de Matteo se froncèrent. « Quel genre de choses ?» Santiago sortit un autre dossier de son sac à dos. Luca Rios est actuellement poursuivi par 3 employés pour harcèlement au travail. Massimo de la Cruz a évité de payer 5 millions de dollars d'impôts l'an dernier. Et ce n'est que le début. Matteo avait l'impression de découvrir un monde qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Pendant des années, il avait vécu dans un cercle d'élite où le silence était la règle, où l'on détournait le regard pour préserver la paix. C'était un accord tacite. Ignore mon désordre et j'ignorerai le tien. Et voilà qu'en une seule semaine, un garçon même pas encore au lycée avait brisé ce pacte silencieux. « Qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça ?» demanda Matteo, sincèrement curieux. Santiago fit une pause avant de répondre. « Pour l'instant, rien. On ne cherche pas à détruire qui que ce soit. On veut juste que les gens changent, qu'ils fassent mieux. Mais s'ils continuent à nous attaquer, s'ils essaient encore de détruire ce qu'on construit, alors peut-être que la vérité ne devrait plus rester cachée. » Ricardo poussa un soupir. « Ça ressemble à du chantage, » dit-il, même si une forme d'admiration transparaissait dans sa voix. « Ce n'est pas du chantage, » répondit Elena avec fermeté. « C'est de la défense. Trop longtemps, les puissants ont utilisé les secrets et les mensonges comme des armes contre ceux qui n'avaient d'eau pas de voix. Pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser la vérité pour nous défendre ?» À cet instant, Matteo la vit clairement. Non plus comme une femme qui avait souffert, mais comme une femme qui avait appris à survivre, à anticiper, à protéger sa famille avec autant de stratégie que de force. Elle n'était plus une victime, elle était une force. « La conférence de presse est prévue pour demain, » dit soudain Matteo. « Et je n'y vais pas seul. Elena, Santiago, je veux que vous soyez tous les deux à mes côtés sur cette scène. Je veux que le monde voie à quoi ressemble un vrai changement. » Elena le regarda attentivement. « Monsieur Sandoval, vous en êtes absolument certain ? Une fois que vous vous montrez avec nous, il n'y aura pas de retour possible. Vous pourriez tout perdre, votre statut, vos anciens alliés, toute votre réputation. » Matteo soutint son regard avec une détermination tranquille. « Elena, j'ai passé plus de 50 ans à construire une réputation fondée sur le contrôle et l'intimidation. Il est peut-être temps de construire quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur la vérité, l'humilité et l'humanité.
Pour la première fois, un vrai sourire apparut sur le visage de Santiago, un sourire que Matteo n'avait jamais vu. « Mon père aurait adoré entendre ça », dit le garçon. « J'espère pouvoir le rencontrer un jour », répondit Matteo, avant de réaliser la douleur que ces mots pouvaient provoquer. « Tu le fais déjà », dit Santiago doucement. « Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste, même si c'est difficile, tu rends hommage à sa mémoire. C'est ce qu'il était, c'est ce qu'il m'a appris. » Et à ce moment-là, dans ce même bureau autrefois dirigé par la cruauté, quelque chose de remarquable se produisit. Un homme d'affaires fortuné, une femme de ménage et un garçon de 11 ans devinrent quelque chose d'inattendu, des alliés, unis non par l'argent ou le sang, mais par l'intégrité, le courage et la conviction partagée que les gens peuvent changer. Ils ne faisaient pas que se tenir ensemble, ils formaient quelque chose de plus fort que l'amitié. Une famille choisie, unie par des valeurs plus importantes que l'argent. La conférence de presse approchait, et après cela, plus rien ne serait jamais comme avant. La salle de conférence de l'hôtel Plaza débordait de monde. Des journalistes venus de tout le pays, des caméras de réseaux internationaux et des foules dans les rues rendaient l'atmosphère presque insupportable. La vidéo devenue virale avait été visionnée plus de 8 millions de fois. Tout le monde voulait savoir ce que le milliardaire discrédité allait dire. Mais personne ne s'attendait à cela. Matteo Sandoval entrant sur scène aux côtés d'Elena Vargas et de son fils Santiago, côte à côte, épaule contre épaule. Des murmures et des exclamations traversèrent la salle. « Ce n'est pas la femme de ménage de la vidéo ? Pourquoi sont-ils ensemble ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Que se passe-t-il » Matteo s'approcha du micro, visiblement nerveux. Ses mains tremblaient légèrement en s'agrippant au pupitre. Il avait pris la parole lors de forums économiques, d'événements mondiaux, dans des salles pleines de PDG. Mais rien, pas même ses négociations les plus dures, ne l'avait fait se sentir ainsi. « Bonjour », commença-t-il d'une voix plus basse que d'habitude. « Merci à tous d'être ici. » Il s'arrêta, prit une inspiration qui ne le calma pas. Il jeta un œil aux mots soigneusement écrits la veille, mais ils lui parurent soudain lointains et vides. Et en regardant cette foule pleine de regards sceptiques, chaque phrase préparée disparut de sa mémoire. « Je ne sais pas comment faire ça », avoua-t-il, la voix brisée. « Je ne sais pas comment m'excuser pour quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. » La salle était figée. Les journalistes se penchèrent en avant. Les caméras zoomèrent. Chaque mouvement de son visage était enregistré, disséqué, analysé. Depuis une semaine, vous avez vu une vidéo qui me montre au pire de moi-même. Un moment où j'ai utilisé ma position pour rabaisser une femme et son fils, simplement parce que je pensais en avoir le droit. Là où j'ai abusé de mon influence pour rabaisser les autres, alors que j'aurais dû m'en servir pour les élever. Il fit une nouvelle pause. Ses yeux brillaient de larmes. Ces images, elles sont vraies. Elles ne sont pas truquées. Elles n'ont pas été manipulées. Chaque mot cruel, chaque expression arrogante, c'était moi. Ou plutôt, c'était l'homme que j'avais laissé prendre le dessus. Soudain, une voix s'éleva dans la foule. « Menteur !» Tout le monde se retourna. C'était Massimo Dela Cruz qui s'était glissé discrètement dans la salle. « Tu fais juste ça pour sauver ta marque !» cria-t-il. « Tout ça, c'est une mise en scène !» La sécurité commença à s'approcher de lui, mais Matteo leva la main. « Laissez-le rester !» dit Matteo, sa voix ferme et posée. « Il a tout à fait le droit d'être ici, et il a le droit de me traiter de menteur. Parce que pendant 2 décennies, c'est exactement ce que j'ai été. Un homme caché derrière des costumes sur mesure et des actions caritatives bien calculées, faisant semblant d'être un homme bien tout en traitant les gens comme s'ils ne valaient rien. » Matteo se tourna directement vers Massimo. « Mais tu as raison sur une chose. Il s'agit bien de sauver quelque chose, pas ma fortune, pas mon image, quelque chose de plus profond, mon âme. » Massimo ricana en levant les yeux au ciel. « Oh, quelle noblesse! Et maintenant quoi ?»
Il ne termina pas sa phrase. Elena s'avança, silencieuse mais déterminée, et toute la salle se tourna vers elle. Le silence devint plus lourd, l'atmosphère plus tendue. Elle s'approcha lentement du micro, mais avec une force qui imposait le respect. « Monsieur de la Cruz, dit-elle, la voix tremblante au début mais de plus en plus assurée. Pendant 8 ans, j'ai nettoyé les toilettes dans les bureaux où vous teniez vos réunions. Vous m'avez croisé dans les couloirs plus de fois que je ne peux en compter. Pouvez-vous me dire combien de fois m'avez-vous adressé la parole ?» Massimo parut pris au dépourvu. « Je ne sais pas trop. »« Aucune, » dit Elena doucement mais fermement. « Pas une seule fois, en 8 ans. Pour vous, je n'étais pas une personne. J'étais juste une partie du décor, quelqu'un qui nettoyait vos saletés, puis disparaissait. » Elle sortit de sa poche une feuille pliée, usée, qu'elle déplia avec soin. « Voici le contrat original de mon embauche. Je gagnais $600 par mois pour 60 heures de travail par semaine. Cela fait $10 de l'heure pour récurer des toilettes utilisées par des hommes qui dépensaient plus que ça pour une bouteille de vin. » Sa voix se brisa, des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle ne s'arrêta pas. « Tu sais ce que je faisais de ces $600 ? 400 servaient à payer le loyer, une seule pièce où mon fils et moi partagions un matelas posé au sol. 100 allaient dans la nourriture, juste assez pour que mon fils mange 2 fois par jour, parfois moins. Et le peu qu'il restait, il servait à acheter ses cahiers, ses crayons et son ticket de bus pour l'école. » La salle était figée, glacée par la vérité brute de ses paroles. Chaque journaliste, chaque objectif, chaque micro, capturant chaque souffle, chaque larme. « Tu veux savoir ce qui fait le plus mal ?» poursuivit-elle, la voix chargée d'émotion. Je me sentais chanceuse. Chanceuse d'avoir ce travail, chanceuse que des hommes comme toi ne me remarquent pas, parce que ça voulait dire qu'ils ne me harcelaient pas. Chanceuse de pouvoir offrir un toit à mon enfant, même si la pluie passait encore à travers. Puis elle se tourna vers la foule, les yeux embués mais le dos droit. Monsieur Sandoval a fait quelque chose de terrible. Il a détruit ma dignité devant la personne qui compte le plus pour moi. Il m'a fait me sentir inutile. Mais malgré cela, il m'a vu. Pour la première fois en 8 ans, quelqu'un m'a regardé dans les yeux et a reconnu que j'étais une personne. Un journaliste au fond de la salle s'exclama « Cela ne justifie pas ce qu'il a fait !»« Vous avez raison », répondit Elena avec fermeté. « Ça ne le justifie pas. Rien n'excuse la cruauté. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui blesse les autres parce qu'il ne pense jamais à eux et quelqu'un qui prend conscience de la douleur qu'il a causée et qui essaie de réparer. » Elle pointa Massimo du doigt. « Ce n'est pas pour défendre mon honneur qu'il a divulgué cette vidéo. Il l'a fait pour détruire l'homme qui l'avait défié. Il a utilisé ma douleur, mon humiliation, comme une arme. Dites-moi, en quoi est-ce mieux ?» Le silence revint, cette fois plus tranchant. La question frappa fort et profond. Massimo ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il n'y avait rien à dire. Alors, Santiago s'avança et un frisson parcourut la salle. Le garçon de la vidéo virale, celui qui avait parlé avec plus de courage que bien des adultes. Il prit le micro, sa voix calme mais chargée d'émotion. « Je m'appelle Santiago Vargas Mendoza, dit-il, et toute la salle se pencha pour écouter. « J'ai 11 ans, commença Santiago, la voix légèrement tremblante. Et il y a 2 ans, j'ai perdu mon père dans un accident qui n'aurait jamais dû arriver. » De sa poche, il sortit une photo usée et la montra aux caméras. On y voyait un homme souriant portant un enfant hilar sur ses épaules. « Voici Diego Mendoza, » dit-il doucement. Il était ingénieur en sécurité. Son travail, c'était de protéger les gens. Mais il est mort parce que l'entreprise qui l'employait a préféré économiser de l'argent en engageant des électriciens non certifiés à la place de professionnels qualifiés. La voix de Santiago se brisa et des larmes coulèrent librement sur ses joues. Mais il ne s'arrêta pas. Après la mort de mon père, personne n'est venu nous aider. L'entreprise a refusé d'assumer ses responsabilités. Ils ont dit que ce n'était pas leur faute. Les compagnies d'assurance ont trouvé des failles, des excuses.
Tout pour ne pas payer, continua-t-il, plus stable. Et comme ça, ma mère a dû accepter le seul travail disponible. Elle est devenue femme de ménage, nettoyant des toilettes, parce que c'était le seul emploi qui lui permettait encore de s'occuper de moi. Santiago, mon chéri. Elena s'approcha de lui, inquiète. Mais il leva doucement la main. Il faut que je termine, maman. Il se tourna de nouveau vers la foule, croisant le regard de centaines de personnes suspendues à ses mots. Vous avez tous vu la vidéo, celle où l'on se moquait de moi, celle où ma mère était traitée comme si elle ne comptait pas. Vous avez vu un homme riche rire de notre souffrance, et vous vous êtes mis en colère. Vous avez envahi Internet de commentaires, vous avez demandé des boycotts, vous vouliez de la justice. Il inspira et laissa le silence s'installer. Mais combien d'entre vous ont déjà croisé quelqu'un comme ma mère dans un couloir, sans lui adresser un mot? Combien de fois avez-vous ignoré quelqu'un qui nettoyait votre bureau, livrait votre déjeuner ou poussait une serpillière comme s'il n'existait pas? Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un juste à cause de ses vêtements, de son travail ou de son accent, sans rien savoir de lui? Les mots n'étaient pas criés, ils étaient posés avec douceur, mais ils frappèrent avec une force immense. Les journalistes baissèrent les yeux, certains fixaient leur carnet gênés. « Monsieur Sandoval a fait quelque chose de terrible, » dit Santiago. « Mais au moins, il l'a assumé. Il n'a pas fui, il ne s'est pas caché. Il est venu ici aujourd'hui pour dire qu'il avait tort et pour essayer de réparer. Combien d'entre nous auraient le courage d'en faire autant ?» Il s'approcha d'un dossier posé sur la table et l'ouvrit avec soin. Voici le fonds d'éducation Diego Mendoza. Je l'ai créé avec l'aide des mêmes employés que cette entreprise a ignorés pendant des années. Des gens comme David, qui s'est révélé être un spécialiste de la sécurité internationale. Rosa, qui n'est pas seulement cuisinière, mais aussi comptable diplômée. Daniela, une ancienne traductrice maîtrisant plusieurs langues. Ils sont tous brillants et ils m'ont aidé à construire cela. Il feuilleta le dossier, révélant des graphiques, des données, des notes manuscrites et des témoignages de travailleurs souhaitant devenir mentors. Ce fonds financera 100 bourses d'études complètes chaque année. Pas seulement les frais de scolarité, il inclura aussi du mentorat, des formations en compétences numériques et un accompagnement pour toute la famille. Cela coûtera 5 millions de dollars par an. Il leva les yeux vers la foule stupéfaite. Et M. Sandoval a promis de le financer pour les 20 prochaines années. Cela fait 100 millions de dollars, les mêmes 100 millions qu'il m'avait proposés comme une mauvaise blague, dans ce bureau, quand il pensait que je ne comptais pas. Des exclamations parcoururent la salle comme une vague. Les journalistes se mirent à crier les uns par-dessus les autres. « Monsieur Sandoval, est-ce vrai? Vous vous engagez vraiment pour 100 millions de dollars? Est-ce un vrai changement ou juste un coup de communication ?» Matteo avança lentement, l'expression sereine. Sa voix, autrefois hésitante, était désormais assurée. « C'est vrai, dit-il. Ce matin, j'ai signé tous les documents officiels. 100 millions de dollars répartis sur 20 ans pour le fonds Diego Mendoza. » Il brandit une copie du contrat. « Mais ce n'est pas tout, ajouta-t-il. Et la salle se pencha en avant. « Je n'ai pas le contrôle sur l'utilisation de l'argent. Cette responsabilité revient à un conseil composé d'Elena Vargas, Santiago Mendoza, David Torres et de 3 membres choisis directement par les familles bénéficiaires du fonds. Mon rôle, juste signer les chèques, c'est tout. » Un journaliste cria. « Mais pourquoi abandonner tout ce pouvoir ?» Matteo balaya la salle du regard, sa réponse simple et claire, parce qu'il ne m'a jamais appartenu. Pendant 53 ans, dit Matteo, la voix nue, sans filtre, j'ai gardé le contrôle comme s'il s'agissait d'oxygène. Et cette obsession, elle a fait de moi quelqu'un que je ne veux plus être. Elle a fait de moi un homme qui croyait que l'argent signifiait la sagesse et que l'autorité signifiait la valeur. Il baissa les yeux, puis les releva, le regard plus clair. J'apprends à lâcher prise, à faire confiance à ceux qui savent ce qui compte réellement.
Des gens qui ont connu les difficultés, qui comprennent la dignité, qui n'ont jamais oublié ce que signifie l'humanité. Avant que les mots ne puissent retomber, Massimo bouscula la rangée de journalistes, le visage rouge de colère. « C'est de la folie !» cria-t-il. « Matteo, tu remets toute ta fortune à des gens qui ne l'ont pas mérité. » Des gens qui ne l'ont pas mérité. Santiago se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes, non pas de peur, mais de conviction profonde et silencieuse. « Ma mère travaille plus dur en une seule journée que tu ne l'as probablement fait durant toute ta carrière, » dit-il sans fléchir. David parle 4 langues et a 3 diplômes. Rosa a dirigé les cuisines de l'un des meilleurs hôtels du pays pendant 20 ans. Et tous, chacun d'eux, se sont vus voler des opportunités par des gens comme toi. Des gens qui pensent que la richesse prouve la valeur et que la pauvreté prouve l'échec. « Tu n'es qu'un gamin », cracha Massimo. « Tu ne comprends rien au vrai monde. »« Oh, je comprends parfaitement », répondit Santiago, calme et tranchant. « Le monde fonctionne quand ceux d'en haut se protègent, en écrasant ceux d'en bas. Il fonctionne quand les systèmes récompensent l'avidité et punissent le besoin, quand les riches se convainquent qu'ils méritent plus et que les pauvres méritent moins. » Il s'approcha de Massimo sans se laisser intimider par la différence d'âge ou de taille. « Mais tu sais quoi, ce monde-là, il est en train de changer, pas parce qu'un homme riche a signé un gros chèque, mais parce que la vérité est en train d'éclater, parce que les gens en ont assez d'être ignorés, parce que des enfants comme moi se lèvent et disent « ça suffit ». Des applaudissements éclatèrent dans toute la salle, forts, intenses, irréversibles. Ils ne venaient pas de tout le monde, mais ils étaient assez nombreux. Le son couvrit le silence furieux de Massimo, qui regarda autour de lui, réalisant qu'il avait perdu l'avantage. Puis, depuis le fond de la salle, un journaliste éleva la voix au-dessus des acclamations. « Et les autres dirigeants ?» criait-il. « Lucarios et ses accusations de harcèlement? Sergio Navarro et les ouvriers morts ?» Santiago jeta un coup d'œil à sa mère. Elena lui fit un léger signe de tête. « Nous avons réuni des preuves solides contre plusieurs entreprises impliquées dans des pratiques illégales, contraires à l'éthique ou dangereuses, » déclara Santiago d'une voix claire. « Mais nous ne les rendrons pas publiques aujourd'hui. »« Pourquoi attendre ?» lança un autre journaliste. « Les gens ont le droit de savoir, non ?» Elena s'avança et prit le micro. « Parce que notre but n'est pas de détruire des gens, » dit-elle avec une force tranquille. « Nous voulons leur donner une chance, comme celle qu'on a donnée à Matteo, une chance de reconnaître leurs erreurs, de les réparer et de devenir les leaders dont le monde a réellement besoin. » « Et s'ils refusent ?» demanda quelqu'un sceptique. Matteo s'avança à son tour. « Alors les preuves seront rendues publiques, » déclara-t-il fermement. « Mais c'est à eux de choisir. Ils peuvent choisir la transparence et la croissance, ou être exposés par une vérité qu'ils ont refusé d'affronter. »« On dirait du chantage, » aboya Massimo. « Ce n'est pas du chantage, » répondit Santiago sans la moindre hésitation. « C'est de la justice. » Il fit de nouveau face à la salle, sa voix claire et assurée. « Pendant des années, des gens comme vous ont exercé leur pouvoir comme une lame dans l'ombre. Fais ce que je dis, ou perds ton emploi. Reste silencieux, ou dis adieu à ton salaire. Risque ta vie, ou tes enfants auront faim. Ça, c'est du chantage. Ça, c'est la peur. C'est le monde que vous avez construit. Ce que nous offrons, c'est une chance. Une chance de changer avant d'y être forcé. Une chance de réparer les choses tant qu'il est encore temps. Et c'est bien plus de bonté que la plupart d'entre vous ne nous en ont jamais montré. » Une journaliste d'un grand média international se leva. « Monsieur Sandoval, dit-elle, vous risquez de perdre des centaines de millions de dollars. Votre action a déjà chuté de près de 30%. De fortes rumeurs annoncent que le Conseil pourrait vous forcer à démissionner. Est-ce que ça en vaut la peine ?» Matteo regarda Santiago, puis Elena. Et enfin, il fit face à la salle entière, avec une assurance qu'il n'avait pas il y a 2 semaines. « À l'époque, je vous aurais dit non. J'aurais dit que ma société, ma fortune, ma réputation étaient tout pour moi. Mais aujourd'hui, je vois les choses autrement. »
Parce que j'ai rencontré un garçon de 11 ans, dit Matteo, la voix à peine stable, qui m'a aidé à comprendre quelque chose que je n'avais jamais saisi, même après 5 décennies de richesse et d'influence. Il m'a montré qu'il existe des choses bien plus précieuses que l'argent. Sa voix se brisa sous l'émotion. Il m'a appris ce qu'est la vraie dignité, ce que signifie vraiment la justice, pas en théorie, mais dans la vraie vie. Il m'a montré que la seule trace qui vaut la peine d'être laissée, c'est celle construite sur la bonté, la vérité et le fait d'élever les autres. Il s'arrêta, incapable de retenir les larmes qui coulaient maintenant librement. J'ai passé plus de 50 ans à courir après la richesse, en pensant qu'elle m'apporterait la paix. J'ai bâti des tours, des entreprises, une réputation, mais rien de tout cela n'a comblé le vide en moi. Et puis, une femme que je n'avais même jamais regardée qui nettoyait les coins oubliés de mon monde. Et son fils, ils m'ont offert ce qui me manquait sans que je le sache. Il regarda la mère de visage silencieux et attentif. Ils m'ont donné un but, pas dans les profits, pas dans les éloges, mais dans le lien humain, dans la rédemption, dans le pouvoir d'utiliser ce que j'ai, non pas pour écraser les autres, mais pour les relever. Sa voix tremblait, mais ses mots résonnaient fort et clairs. « Alors oui, dit-il, ça en vaut la peine. Chaque dollar, chaque chute de l'action, chaque ami qui ne m'appelle plus. » Il souriait à travers ses larmes, parce que, pour la première fois de ma vie, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un dont ma mère aurait été fière. Un lourd silence emplit la salle. Pas un malaise, mais un silence empreint de respect. Même les journalistes les plus endurcis ne trouvèrent rien à dire face à ce qui venait d'être partagé. Puis Santiago s'avança. Il ne dit rien, il tendit simplement la main à Matteo. Un geste silencieux mais puissant, le pardon, la solidarité, l'espoir. Elena s'avança à son tour et prit l'autre main de Matteo. Tous trois se tinrent debout face aux caméras. Non pas comme des icônes de richesse ou des victimes d'injustice, mais comme des égaux unis par la vérité, le changement et un nouveau départ. La conférence de presse se termina sous une ovation debout. Elle dura près de 5 minutes. Certains applaudissaient les larmes aux yeux, d'autres restaient simplement debout, stupéfaits. Dehors, le monde réagissait déjà. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les hashtags changèrent. De hashtag boycott Sandoval à hashtag mouvement deuxième chance. Les actions de l'entreprise, qui avaient chuté quelques jours plus tôt, commencèrent lentement à remonter. Mais quelque chose de bien plus important avait aussi commencé à grandir. Des dizaines de dirigeants d'entreprises prirent contact discrètement, non pour critiquer, mais pour demander. Comment pouvons-nous faire la même chose? Comment bâtir quelque chose de meilleur? Ce n'était plus seulement l'histoire d'une rédemption personnelle, c'était devenu un mouvement. 6 mois plus tard, Matteo Sandoval se tenait devant un coffre-fort en acier, dans son bureau privé. Autrefois, ce coffre contenait les symboles de son pouvoir. Montres rares, lingots d'or, liasses de billets. Aujourd'hui, il représentait tout autre chose. Ses doigts restèrent un instant suspendus au-dessus du clavier, avant de saisir le nouveau code. Il l'avait changé le soir où Santiago avait révélé l'histoire de la mort de son père. L'ancien code, 1787, faisait référence à la fondation de son entreprise. Le nouveau, 031475, la date de naissance de Santiago. Le coffre s'ouvrit dans un doux cliquetis mécanique. À l'intérieur, aucun objet de valeur au sens traditionnel. À la place, les étagères contenaient quelque chose de bien plus précieux. Des photographies, des lettres manuscrites d'élèves et de parents aidés par le fonds Diego Mendoza. Des mots de remerciement de famille qui avaient vécu dans l'ombre et vivaient désormais à la lumière. Et au centre, une enveloppe scellée étiquetée, à ouvrir seulement si j'oublie qui je veux être. Matteo l'a pris avec précaution. À l'intérieur, une seule photo. On y voyait Santiago, Elena et Matteo main dans la main le jour de la conférence de presse, faisant face au monde ensemble. Au dos, dans l'écriture élégante d'Elena, on pouvait lire «
Le vrai trésor ne se garde pas, il se partage. Il la regarda longuement, la gorge nouée par l'émotion. Puis, 3 petits coups discrets le ramenèrent à la réalité. À la porte se tenait son assistante, une femme qu'il avait lui-même promue, issue du personnel d'entretien. Elle dirigeait désormais l'un de ses services clés, non par pitié, mais grâce à son talent. Elle tenait un dossier à la main. « Monsieur Sandoval, la réunion du conseil va commencer », dit-elle chaleureusement. Et un colis vient d'arriver. Il est marqué « urgent » de la part de Monsieur Rios. L'estomac de Matteo se serra. Luca Rios était resté silencieux depuis la conférence de presse. Aucun message, aucune riposte. Juste le silence. Et d'une certaine manière, ce silence avait semblé plus menaçant que tout le reste. « Quel genre de colis ?» demanda-t-il. C'était une grande enveloppe Kraft marquée « personnel et confidentiel ». Matteo la prit, sentant déjà que ce ne serait rien de bon. À l'intérieur, un seul document, une lettre de démission formelle de Luca Rios. Il quittait tous ses postes au sein du Conseil des entreprises partenaires. Il y avait aussi une note manuscrite. Les mains de Matteo tremblaient alors qu'il commençait à lire. « Pendant 6 mois, j'ai essayé de me convaincre que tu étais simplement faible, que quelqu'un t'avait influencé, que tu avais tout détruit de ce que nous avions construit parce que tu t'étais laissé emporter par tes émotions. Mais hier soir, quelque chose s'est passé qui a changé ma vision des choses. » Matteo continua de lire, chaque phrase le frappant un peu plus fort. « Ma fille Valeria a 17 ans. Hier, elle est rentrée à la maison en larmes après avoir vu ta conférence de presse dans son cours d'éthique. Le professeur l'a utilisée comme étude de cas pour montrer la différence entre une vraie rédemption et de fausses excuses. En rentrant, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a posé une question que je n'oublierai jamais. « Papa, si tu découvrais que tu avais eu tort pendant des années, aurais-tu le courage de le reconnaître et de changer, comme M. Sandoval l'a fait ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Je suis resté figé, alors que ma fille cherchait dans mon regard un homme dont elle pourrait être fière. Ce moment m'a brisé. J'ai compris que je lui avais enseigné les mauvaises choses, comment protéger sa fierté au lieu de faire ce qui est juste. Luca poursuivait. Alors je démissionne, pas seulement de nos projets communs, mais aussi de la version de moi-même que j'ai été. Je vais chercher de l'aide professionnelle pour affronter les accusations de harcèlement dans mon entreprise. Je suis prêt à changer, réellement, et je veux devenir le genre de père dont ma fille pourra être fière. Je ne te demande pas de me pardonner, je ne l'ai pas mérité. Je voulais simplement que tu saches que ce que tu as fait, ta transformation, a un impact même sur ceux d'entre nous qui t'ont le plus combattu. » La note se terminait par un seul prénom, Luca. Matteo s'effondra sur sa chaise, submergé par l'émotion. Pendant des mois, il s'était préparé à une riposte de la part de Luca. Il avait anticipé trahison, manigance, représailles. Mais jamais il n'avait imaginé cela, une reddition sincère et un homme prêt à changer. Son téléphone vibra. C'était Ricardo Ortega, son plus proche allié pendant la période de réforme. « Matteo, tu as vu ce qui se passe dans les infos ? De quoi tu parles ? Sergio Navarro vient d'annoncer un programme de 50 millions de dollars pour la sécurité au travail. Il fait venir des inspecteurs indépendants dans toutes ses installations pétrolières. Et pour la première fois, il a reconnu les 14 travailleurs décédés. Il s'est engagé à soutenir leurs familles. » Les yeux de Matteo se remplirent de larmes. « Qu'est-ce qui lui a fait faire ça ?» Ricardo répondit. « Apparemment, il a reçu une lettre anonyme. C'était l'enfant de l'un de ses ouvriers, un enfant du même âge que Santiago. Dans cette lettre, il lui demandait si son père était mort parce que M. Navarro pensait que l'argent valait plus que sa vie. » Matteo murmura « Mon Dieu !» Ricardo ajouta « Et il y a autre chose. Massimo de la Cruz est sous enquête pour fraude fiscale. Mais il s'est dénoncé avant que quoi que ce soit ne sorte. Il a dit aux autorités qu'il voulait tout avouer, avant qu'il ne soit trop tard. » Matteo ne trouva pas les mots.
Tout ce qui avait commencé par sa propre chute publique provoquait maintenant une vague de changements bien plus vaste qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Puis le ton de Ricardo changea. « La réunion du conseil, tu es prêt ?» Matteo regarda le coffre ouvert. À l'intérieur, des lettres et des photos retraçaient les 6 derniers mois. « Je suis prêt, autant qu'on peut l'être. » 1 heure plus tard, Matteo entra dans la salle du conseil. Pendant des années, cet endroit avait été son royaume, mais tout avait changé. La salle accueillait désormais bien plus que des cadres lisses en costume. David Torres, responsable du département international de la sécurité, était là. Rosa aussi, désormais directrice des services généraux. Daniela, à la tête des programmes de diversité et d'inclusion, était assise non loin. Et au centre se trouvait Elena Vargas, avec des dossiers soigneusement rangés devant elle. En seulement 6 mois, elle était devenue l'une des figures les plus respectées de l'entreprise. Dans la section réservée au public, Santiago était assis parmi 50 autres élèves du fonds Diego Mendoza. Ils avaient été invités à assister à cette réunion du conseil dans le cadre de leur formation au leadership d'entreprise. « Silence, s'il vous plaît », dit la présidente du conseil, Francesca Dominguez, en tapotant doucement son marteau. À 62 ans, elle avait été nommée spécialement pour guider l'entreprise dans sa transformation. Nous sommes réunis pour examiner les résultats trimestriels et discuter de la proposition de restructuration soumise par M. Sandoval. Tous les regards se tournèrent vers Matteo alors qu'il se levait. Depuis 6 mois, il travaillait à cela, ce qu'il considérait comme la proposition la plus importante de sa vie. Une nouvelle structure pour l'entreprise, destinée à mieux partager le pouvoir et les profits. Membre du conseil, commença-t-il, la voix calme mais humble, il y a 6 mois, j'ai fait une promesse devant le monde entier, une promesse de changement. Beaucoup ont parlé de suicide économique. On nous a prévenu que nous allions perdre nos meilleurs talents, que les investisseurs fuiraient, que nous allions nous écraser. Il fit une pause, laissant le silence poser le poids de ses mots. Ils avaient tort. Il alluma l'écran et lança la présentation. Les chiffres étaient tout simplement extraordinaires. La productivité avait bondi de 47%, le taux de rotation du personnel avait quasiment disparu, la satisfaction client atteignait des sommets, et, le plus surprenant de tout, les bénéfices avaient augmenté de 23%, et ce malgré un investissement de 100 millions de dollars dans l'initiative éducative. Un membre du conseil fixa l'écran, visiblement perplexe. Comment est-ce possible? Toutes les prévisions annonçaient de lourdes pertes. Elena se leva. Son ascension de femme de ménage à cadre dirigeante avait été si complète que beaucoup en oubliaient ses débuts. « Je peux l'expliquer, dit-elle. Lorsqu'on traite les gens avec respect, qu'on les paie équitablement et qu'on soutient leur développement personnel, ils cessent d'être de simples employés. Ils deviennent des alliés, profondément investis dans la réussite de l'entreprise. » David prit la parole à son tour pour partager ses constatations. Nous avons identifié 73 employés dont les talents étaient sous-exploités. Des ingénieurs faisaient le ménage, des comptables diplômés servaient à la cantine, des traducteurs formés répondaient au téléphone. Quand nous les avons placés à leur juste place, la productivité a explosé. Matteo reprit la présentation. « Mais le changement le plus important, dit-il, a été de redéfinir ce que signifie le mot « réussite ». Nous avons cessé de ne mesurer que les profits trimestriels. Nous avons commencé à compter les vies transformées, les familles autonomisées, les communautés renforcées. » Il montra une nouvelle diapositive, remplie de photos et de citations des 100 premiers étudiants soutenus par le fonds Diego Mendoza. Des jeunes qui étudiaient désormais le droit, la médecine, l'ingénierie, les arts. Des familles qui sortaient de générations de pauvreté, des quartiers en pleine renaissance. Voilà à quoi ressemble un véritable retour sur investissement, dit Matteo, la voix chargée d'émotion. Cela vaut bien plus que n'importe quel chiffre dans un rapport financier. L'un des membres les plus conservateurs du conseil se leva alors, Giorgio Ferrer, 68 ans, investisseur de longue date qui avait résisté à tous les changements. «
Ces résultats sont impressionnants, monsieur Sandoval, dit-il. Mais j'ai encore des inquiétudes. Vous proposez de reverser 30% des bénéfices annuels de l'entreprise dans un fonds de participation pour les employés. Cela va réduire les retours pour les actionnaires. Matteo acquiesça. Vous avez raison, cela va affecter les bénéfices à court terme. Mais cela augmente la valeur de l'entreprise à long terme, d'une manière que les modèles financiers traditionnels ne mesurent pas. Comme quoi? Lança Giorgio, sceptique. Soudain, Santiago se leva depuis la galerie. « Puis-je répondre à cela ?» demanda-t-il. La salle se tourna vers lui, surprise. Francesca Dominguez regarda Matteo qui acquiesça. « Vas-y, Santiago !» D'un pas calme et assuré, le garçon de 12 ans descendit avec une chemise clairement préparée pour ce moment. Malgré son jeune âge, Santiago avait passé les 6 derniers mois à étudier aux côtés des dirigeants, développant un mélange rare de logique et d'empathie. « Monsieur Ferrer, » commença-t-il respectueusement, « mon père disait toujours qu'il existe 2 types de richesses, celle qu'on accumule et celle qu'on multiplie. La première grandit lentement et meurt avec vous. La seconde grandit vite et continue de donner longtemps après vous. » Il ouvrit sa chemise, révélant des graphiques détaillés, travaillés avec l'aide de David et d'autres. Quand M. Sandoval a investi 100 millions de dollars dans le fonds Diego Mendoza, beaucoup ont pensé que c'était une dépense énorme. Mais regardons les effets réels. Il passa à sa première diapositive. 100 étudiants ont reçu une bourse complète. Grâce à cela, chacun devrait gagner environ 40% de plus au cours de sa vie que s'il n'était pas allé à l'université. Cela représente environ 120 millions de dollars supplémentaires sur 40 ans. Il passe à la diapositive suivante. Ces revenus plus élevés signifient aussi plus d'impôts. Environ 30 millions de dollars qui retourneront dans les systèmes publics. Ces diplômés dépenseront davantage dans leur quartier, stimulant les commerces locaux et créant de l'emploi. Statistiquement, environ la moitié d'entre eux créeront à leur tour des bourses ou lanceront des projets communautaires. Au total, l'investissement initial de 100 millions générera plus de 500 millions de valeur économique sur 40 ans. Et cela sans compter les bénéfices inestimables, comme moins de jeunes se tournant vers la criminalité, des familles en meilleure santé, et des idées innovantes nées de talents qui auraient pu rester dans l'ombre. La salle était plongée dans un silence total. Même Giorgio, le plus sceptique, restait sans voix devant la clarté et la profondeur de l'analyse du garçon. « Mais plus important encore, » ajouta Santiago, la voix douce mais ferme, « ce que cela signifie vraiment ne se mesure pas en dollars. Rédemption, héritage, la capacité de se regarder dans le miroir et de savoir qu'on a utilisé son influence pour aider les autres. » Il tourna la tête, croisant le regard de chaque membre du conseil. « Mon père est mort parce qu'une entreprise pensait que faire des économies valait plus que sa vie. Vous avez la possibilité d'être différent, de prouver qu'une entreprise peut être forte et bienveillante à la fois, que réussir ne doit pas se faire au détriment des gens. » Il fit une pause, puis sourit, un sourire sage et doux, bien au-delà de son âge. Et voici ce qui est incroyable. Quand on choisit de faire ce qui est juste, quand on respecte les gens, quand on élève les communautés, les profits suivent. Parce que la gentillesse, en fin de compte, est la stratégie d'entreprise la plus intelligente qui soit. La salle éclata en applaudissements. Même Giorgio Ferrer était debout, applaudissant les larmes aux yeux. « Je propose d'approuver le plan de restructuration de M. Sandoval, » dit-il d'une voix tremblante. « Et je propose que Santiago Vargas Mendoza soit nommé conseiller jeunesse permanent auprès du conseil d'administration. »« Quoi ?» s'exclamèrent Santiago et Elena en même temps. « Je soutiens la motion », déclara aussitôt un autre membre du conseil. « Qui est pour ?» demanda Francesca Dominguez. 15 mains se levèrent, aucun vote contre, aucune abstention. « Adopté !» Francesca abaissa son marteau. « La restructuration commence immédiatement.
et Santiago Vargas Mendoza est désormais officiellement notre premier conseiller jeunesse auprès du Conseil. Elena poussa un cri de surprise et se couvrit le visage, les larmes coulant librement. David s'approcha de Santiago et le serra fort dans ses bras, le soulevant dans les airs. Rosa applaudit de joie depuis son siège, et Matteo ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu en plus de 50 ans d'existence. Un profond et pur sentiment de gratitude. Pas une gratitude teintée de fierté ou d'intérêt personnel, mais celle qui naît d'un réveil, après avoir touché le fond. De la gratitude envers Elena et Santiago, qui avaient cru en une meilleure version de lui, alors que les autres ne voyaient que ses fautes. De la gratitude pour une seconde chance qu'il n'avait pas méritée, mais qu'on lui avait offerte quand même. Alors que la salle retrouvait peu à peu son calme, Francesca s'éclaircit la voix. Avant de conclure, il reste un dernier point à aborder. Nous avons reçu une demande externe que le Conseil doit examiner. Elle regarda autour d'elle. Le groupe Rios souhaite reproduire notre programme en utilisant notre modèle. Propose-t-il des frais de conseil ? Demanda quelqu'un. Non, répondit Matteo fermement, avant que quiconque ne puisse parler. Tous se tournèrent vers lui, surpris. Nous ne ferons pas payer, dit Matteo sans hésiter. Nous allons le partager. Nous préparerons toute la documentation, les manuels de formation et nous offrirons un accompagnement gratuit à toute organisation souhaitant mettre en œuvre des changements similaires. Matteo, avertit un membre du conseil, cela pourrait coûter des millions en temps et en ressources. Je sais, répondit Matteo avec un sourire doux, et ce sera le meilleur investissement que nous aurons jamais fait. Parce que ce changement ne peut pas rester enfermé entre nos murs. Il doit se propager, il doit devenir un mouvement. Il se tourna vers Santiago et lui demanda « Qu'en penses-tu, conseiller jeunesse ?» Les yeux de Santiago brillaient de larmes et de fierté. « Je pense que mon père serait incroyablement fier de la personne que vous êtes en train de devenir. » Et à cet instant, dans une salle de conseil autrefois dominée par le pouvoir et le profit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. 15 dirigeants d'entreprise votèrent ensemble pour mettre les personnes en premier. La transformation n'était plus seulement personnelle, elle était devenue systémique et le monde observait. 3 mois après le jour qui avait tout changé, Santiago Vargas Mendoza se trouvait dans un endroit qu'il pensait ne jamais revoir. Le petit cimetière public où son père avait été enterré près de 3 ans plus tôt. Mais il n'était pas seul. Derrière lui marchait Matteo Sandoval tenant un bouquet de fleurs blanches. À ses côtés, Elena portait avec soin une plaque en bronze qui brillait sous la lumière de l'après-midi. Ils étaient rejoints par plus de 200 personnes, les 100 premiers bénéficiaires de bourse du fonds Diego Mendoza. Des employés de l'entreprise nouvellement réformés, des familles dont la vie avait été bouleversée au cours des 9 derniers mois. David Torres tenait une pelle, Rosa avait apporté de la terre de son propre jardin. Daniela tenait une caméra, filmant chaque moment pour les archives historiques qu'il construisait. Santiago s'arrêta devant une pierre tombale simple où l'on pouvait lire « Diego Mendoza, ingénieur, mari, père, 1978 à 2023 ». Pendant 3 longues années, cette tombe avait été presque oubliée. Seuls Santiago et Elena s'y rendaient quand ils pouvaient se permettre le voyage. Il n'y avait plus eu de fleurs fraîches depuis les funérailles, chaque centime étant consacré à leur survie. Mais aujourd'hui, c'était différent. Matteo s'approcha de la tombe. Sa voix tremblait quand il parla. « Monsieur Mendoza, je n'ai jamais eu la chance de vous rencontrer. Mais j'ai appris à vous connaître à travers votre fils, qui m'a transmis tout ce que vous lui avez enseigné. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous demander pardon. » Il s'agenouilla et déposa les fleurs au pied de la pierre tombale, les mains tremblantes. « Je suis désolé d'avoir été le genre d'homme contre lequel vous avez passé votre vie à protéger les autres. Je suis désolé d'avoir traité votre épouse comme si sa voix ne comptait pas. Je suis désolé d'avoir fait honte à votre fils alors qu'il ne faisait que vous rendre hommage. »
Des larmes coulaient sur ses joues. Mais sachez ceci, votre mort n'est pas passée inaperçue. Votre fils a transformé sa douleur en mission. Il a déclenché une vague de changements qui aide déjà des centaines de familles. Votre perte est devenue le début de quelque chose de puissant. Santiago posa doucement sa main sur l'épaule de Matteo. Mon père pensait que le pardon devait se mériter par les actes, pas par les mots. Et tu as prouvé jour après jour pendant 9 mois ce que tu portais en toi. Elena s'agenouilla à leur côté et posa une plaque contre la pierre tombale. Elle disait « Diego Mendoza, fondateur spirituel du Fonds pour l'éducation qui porte son nom ». Ses convictions en la dignité, le savoir et la justice continuent d'inspirer le changement bien après sa disparition. 2023, pour toujours, Diego. Elena regarda la pierre et parla doucement mais clairement. « Je t'avais dit, le jour de ton enterrement, que notre fils ne t'oublierait jamais, que tes leçons vivraient en lui. » « Mais je n'aurais jamais imaginé ça, » murmura Elena en désignant la foule autour d'eux. « Regarde toutes les vies que tu touches aujourd'hui. Regarde combien de familles se relèvent parce que tu as appris à notre fils que le savoir est une force, que la dignité ne se négocie pas, que la vraie force vient de la bonté. » Sa voix se brisa complètement. « Tu me manques à chaque instant, ton rire, tes histoires absurdes sur les coffres-forts, ta manière de rendre simples les idées les plus complexes. Mais malgré la douleur, je te sens ici, à travers Santiago. C'est comme si tu guidais chacun de ses pas. » Santiago serra sa mère dans ses bras pendant qu'elle pleurait, ses propres larmes coulant sans retenue. Pendant 3 ans, il avait porté le poids d'être fort pour elle, sans jamais se permettre de flancher, car elle avait eu besoin de lui comme pilier. Mais à présent, entouré d'une communauté qui les aimait et les soutenait, il relâcha enfin le poids qu'il portait. « Papa, » dit Santiago en sanglotant, « aujourd'hui, cela fait exactement 3 ans que tu nous as quittés. 3 ans à essayer de grandir sans toi. 3 ans à voir maman travailler si dur qu'elle en oubliait parfois de manger. 3 ans à te manquer plus que je ne saurais l'expliquer. » Il essuya ses larmes, luttant pour garder une voix stable, mais l'émotion le submergea. « Mais je veux que tu saches que tes mots m'ont sauvé. Quand Monsieur Sandoval nous a humiliés, c'est ta sagesse qui m'a permis de parler. Quand j'ai défendu maman, c'est ton courage que j'ai senti en moi. Et quand j'ai créé le Fonds pour l'éducation, ce sont tes enseignements qui ont guidé chacun de mes choix. » David s'avança et posa une main délicate sur l'épaule de Santiago. « Diego, » dit-il à la tombe, « nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je veux que tu saches, ton fils m'a aidé à retrouver ma dignité. Il m'a vu quand personne d'autre ne me voyait, et maintenant, j'utilise mes vraies compétences pour aider les autres, comme il l'a fait pour moi. » Puis Rosa s'approcha. « Moi aussi j'ai un fils, Monsieur Mendoza. Il a le même âge que Santiago quand vous êtes parti. Et pendant des années, j'ai eu peur que travailler dans une cantine lui fasse croire que je n'avais pas d'importance. Mais Santiago lui a appris autre chose, que la valeur d'une personne ne dépend pas de son travail, mais de son cœur et de ses principes. » L'un après l'autre, des gens s'avancèrent, élèves, employés, familles, chacun avec son histoire sur la manière dont l'héritage de Diego, transmis par Santiago, avait transformé leur vie. Une jeune femme de 18 ans, la première de sa famille à aller à l'université, parla doucement, mais avec conviction. « Monsieur Mendoza, je vais devenir ingénieur parce que votre fils m'a dit que les filles peuvent construire des ponts, des vrais, et ceux qui relient les gens. Mon père travaille dans le bâtiment. Il n'avait jamais imaginé que je pourrais concevoir les immeubles qu'il construit. Mais maintenant, il y croit, grâce à vous. » Puis un garçon de 10 ans s'approcha de la tombe et y déposa doucement un dessin. « J'ai dessiné un super-héros qui te ressemble, Monsieur Mendoza, » dit-il, « parce que ma maman dit que tu as sauvé notre famille, même après être parti, et c'est ce que font les super-héros. » Matteo resta silencieux, bouleversé. Pendant plus de 50 ans, il avait cherché à laisser une trace à travers des immeubles, des marques, des articles de presse.
Il pensait que la réussite se mesurait en richesse et en reconnaissance. Mais rien de tout cela ne s'approchait de ce qu'il voyait maintenant, un homme mort dans la pauvreté, mais qui avait changé des centaines de vies grâce à des valeurs simples transmises à son fils. « Diego, » dit Matteo doucement, la voix chargée d'émotion, « je t'envie. Ça peut sembler étrange d'envier quelqu'un qui n'est plus là, mais c'est la vérité. Tu avais quelque chose que je n'ai jamais pu acheter. Un fils qui t'aime si profondément qu'il a transformé ton souvenir en un mouvement. Une épouse qui t'honore chaque jour en étant la femme que tu lui as appris à admirer. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai passé des décennies à bâtir des empires que personne ne retiendra. Toi, tu as œuvré dans le silence, éduquant ton enfant avec patience et amour, et maintenant ton héritage vivra à jamais. Voilà ce que c'est, la vraie richesse. Voilà ce que signifie la véritable réussite. » Santiago fouilla dans son sac à dos et sortit une enveloppe. « Papa, » dit-il doucement, « il y a quelque chose que je voulais te lire. » Il déplia la lettre, les mains tremblantes. « C'est une lettre que j'ai écrite il y a longtemps, mais que je n'ai jamais envoyée, parce que je ne savais pas où l'envoyer. » Il inspira et commença à lire. « Cher papa, cela fait 3 ans que tu es parti, mais j'ai l'impression qu'on se parle encore. Chaque jour, j'entends ta voix dans ma tête. À chaque décision difficile, j'imagine ce que tu dirais. Je sens ta main sur mon épaule quand j'ai peur. Je veux tout te raconter. Comment un homme puissant nous a humiliés, puis est devenu quelqu'un en qui on a confiance. Comment maman est passée de femme de ménage à responsable de programmes qui changent des vies. Comment ta connaissance des coffres forts m'a permis d'ouvrir le cœur d'un homme qu'on croyait inaccessible. Mais plus que tout, je veux que tu saches, je te pardonne. » Elena leva les yeux, bouleversée. Santiago n'avait jamais dit qu'il avait besoin de pardonner à son père. « Je te pardonne pour les soirs où tu rentrais trop fatigué pour jouer avec moi, pour avoir accepté ce travail risqué parce qu'on n'avait pas d'autre option. Et je te pardonne de ne pas être revenu. » Des larmes tombaient sur le papier tandis que sa voix tremblait. Je sais que ça peut sembler étrange de te pardonner des choses qui n'étaient pas vraiment de ta faute. Mais pendant longtemps, j'ai gardé en moi une colère silencieuse. Une colère parce que tu nous avais laissés, parce que tu n'avais pas lutté plus fort pour rester. Mais maintenant, je comprends. Tu faisais ce que tu as toujours fait, veiller sur les autres, même si cela te coûtait tout. Et je comprends maintenant, tu m'as donné ce dont j'avais besoin avant de partir. Ta force, ta sagesse. Ton cœur. Il fit une pause pour essuyer ses larmes. « Alors je te pardonne. Et peut-être même plus que ça, je me pardonne. Pour toutes les fois où je me suis senti perdu sans toi, pour avoir douté de ma valeur. Mais je vois maintenant que je suis celui que tu m'as appris à être. Quelqu'un qui utilise le savoir pour aider les autres, quelqu'un qui protège la dignité de chacun, quelqu'un qui voit l'éducation comme une responsabilité, pas un privilège. » Sa voix se brisa sur les dernières phrases. « Je t'aime, papa, et je te promets que chaque jour de ma vie, je t'honorerai. Pas avec des statues ou des cérémonies, mais en vivant comme tu me l'as enseigné. Ton fils, pour toujours, Santiago. » Un profond silence s'installa, le genre de silence où chacun ressentait le poids des mots. 200 personnes restaient immobiles, les yeux remplis de larmes, touchés par la vérité brute d'un enfant qui avait porté plus que bien des adultes. Elena serra son fils dans ses bras, fort. Ils avaient été la force l'un de l'autre pendant 3 longues années. Aujourd'hui, ils pouvaient enfin relâcher une partie de la douleur qu'ils avaient portée ensemble. Matteo s'avança lentement. Il s'agenouilla devant Santiago et demanda « Est-ce que je peux dire quelque chose ?» Santiago acquiesça d'un léger signe de tête. « Diego, » dit Matteo en regardant la tombe, « si tu m'entends, voici ma promesse. Je serai aux côtés de ta famille. Pas par culpabilité, mais parce qu'ils m'ont donné quelque chose dont je ne soupçonnais même pas le manque. Un vrai sens à ma vie. Je sais que je ne pourrai jamais te remplacer en tant que père. Ce rôle t'appartient à toi seul.
Mais si Santiago m'y autorise, ce serait un honneur de le soutenir, de marcher à ses côtés comme mentor, comme guide, quelqu'un qui s'assurera que ses talents ne soient jamais gâchés. Puis il se tourna vers le garçon. « Et je te donne ma parole, chaque fois que je prendrai une décision au travail, je me demanderai « Qu'aurait fait Diego Mendoza ?» Parce que tu as élevé un fils qui comprend le leadership mieux que bien des hommes ne le comprendront jamais. Santiago tendit la main. « Marché conclu, dit-il, mais à une condition. » Matteo sourit. « Dis-moi laquelle. »« Que tu n'oublies jamais où se trouve le vrai trésor. Il n'est pas enfermé dans un coffre. Il est dans les vies que l'on aide, dans les mains que l'on relève et dans la gentillesse que l'on laisse derrière nous. » Matteo serra fermement la main du garçon. C'était plus qu'une promesse. C'était un nouveau départ. David prit la pelle. Rosa ajouta la terre qu'elle avait apportée de chez elle. Ensemble, ils plantèrent un petit chêne à côté de la tombe. « Cet arbre, expliqua Santiago, peut vivre 100 ans. Il offrira de l'ombre, ses racines iront en profondeur et il restera solide face aux tempêtes. Chaque année, sa croissance nous rappellera que le vrai changement n'est pas immédiat. Il se construit à travers les générations. » Une fois l'arbre en place, tout le monde se rassembla autour. Daniela prit une photo, un instant capturé, symbole d'un nouvel héritage. Une communauté de personnes, toutes transformées par les valeurs d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qu'elle n'oublierait jamais. Santiago sortit alors de sa poche un petit objet en métal, le tout premier outil que son père lui avait donné, une clé passe-partout. Il la tint doucement, se rappelant comment la main de son père avait guidé la sienne, la toute première fois qu'il l'avait tournée. Puis il s'agenouilla et l'enterra au pied du chêne. « Pour que les racines puissent pousser autour, » dit-il doucement. « Pour qu'une part de lui reste ici pour toujours, protégeant, soutenant, renforçant ce symbole de tout ce en quoi il croyait. » Alors que le soleil déclinait, colorant le ciel d'or et de rose, la foule commença lentement à se disperser. Il ne restait plus que 3 silhouettes. Matteo, Elena, Santiago, ensemble, dans un silence de souvenir et un silence d'espoir. « Tu crois qu'il est fier de moi ?» demanda Santiago d'une voix douce. Elena l'enlaça tendrement. « Mon chéri, » murmura-t-elle, « ton père n'est pas seulement fier, il est émerveillé. Il sourit de joie, il t'encourage, il te dit de continuer, de faire la différence, de l'honorer exactement comme tu le fais. » Santiago leva les yeux vers elle. « Et toi, maman, tu vas bien maintenant ?» Elena regarda la tombe, puis son fils, et enfin Matteo, l'homme qui leur avait jadis causé du tort, mais qui se tenait maintenant à leur côté comme un membre de la famille. « Pour la première fois en 3 ans, dit-elle, la voix remplie d'une force paisible, je ne me sens pas juste bien, je me sens entière. Pas parce que la tristesse a disparu, mais parce que nous avons appris à la transformer en quelque chose qui a du sens. » Matteo posa doucement une main sur son épaule et une autre sur celle de Santiago. Diego Mendoza n'est jamais devenu célèbre. Il n'a jamais construit de gratte-ciel, ni fait la une des journaux pour sa fortune. Son nom n'est jamais apparu dans des magazines prestigieux, mais ce qu'il a construit valait bien plus. Il a laissé derrière lui une famille qui comprend vraiment ce que signifie laisser un héritage, non pas mesuré en argent ou en biens, mais en vies élevées, en voix valorisées, en espoir retrouvé. « Et grâce à lui, » ajouta Matteo, la voix pleine d'émotion, « un homme comme moi qui s'était perdu a retrouvé son chemin. Grâce à lui, des centaines de familles ont maintenant des raisons d'y croire. Grâce à lui, un mouvement est né, un mouvement qui transforme la façon dont les entreprises traitent ceux qui les font vivre. » Voilà, dit-il, la voix tremblante, le genre de richesse qui ne disparaît jamais. Voilà le genre de réussite qui nous survit. Voilà le genre d'héritage qui transforme une vie ordinaire en quelque chose d'inoubliable. Alors qu'il commençait à quitter le cimetière, Santiago se retourna une dernière fois.
Il regarda la pierre tombale simple, le jeune chêne qui dansait doucement dans la brise, et la plaque captant les derniers rayons du soleil. Et dans ce moment de silence, quelque chose changea en lui. Pour la première fois depuis la mort de son père, il se sentit en paix. Pas parce que le chagrin avait disparu, mais parce qu'il avait pleinement compris la dernière leçon que son père voulait lui transmettre. Le véritable amour ne s'éteint jamais. Il évolue, il grandit et prend la forme d'actions qui rendent le monde meilleur. Et ainsi, alors que Santiago Vargas Mendoza avançait vers l'avenir, tenant la main de sa mère dans l'une des siennes et Mateo marchant à leur côté, il portait en lui une vérité qu'il ne lâcherait jamais. Son père ne serait jamais vraiment parti, pas gravé dans le marbre, ni enfermé dans la pierre, mais vivant à jamais. Dans chaque jeune dont la vie a été transformée par le fonds Diego Mendoza, dans chaque travailleur traité avec équité et respect, dans chaque enfant ayant compris que l'éducation ouvre des portes et que la compassion est une force plus puissante que l'argent. Dans chaque dirigeant ayant enfin compris que la vraie richesse ne se garde pas dans des coffres, elle se partage, elle grandit en se transmettant et elle vit pour toujours dans chaque cœur qu'elle touche.